Ce podcast a été enregistré à Pod Paris, le festival du podcast. Ce festival vous a plu ? Faites un don sur badgeek.fr. Silence on joue, Erwan Cario, bonjour. Au programme de cet épisode exceptionnel, enregistré en public à la Bellevilloise et à l'occasion de la première édition de Pod Paris, nous allons parler de... Alors attendez, ça se trouve tout le monde ici ne connaît pas Silence on joue, j'explique en 2 mots, c'est un podcast hebdomadaire produit par le quotidien Libération, qui en est tranquillement et le plus sereinement du monde à sa 18e saison. Pensez, on a parlé du premier BioShock dans le premier épisode, mais oui, on s'en souvient. Bref. Il y a peut-être des personnes qui nous écoutent dans le public. Il y a des personnes qui nous écoutent dans le public ? Ouais. Ah, bah voilà, ça s'entend qu'on est en public, c'est très bien. Donc, j'allais commencer, comme je commence toutes les émissions, par évoquer les jeux dont nous allons parler, mais il faut bien comprendre la contrainte qui est la nôtre aujourd'hui. Je préfère faire un warning, comme ça. Déjà, nous avons 1h30. Nous avons 1h30, ce qui est, on en a conscience, un privilège ici, parce que tous les podcasts n'ont pas eu 1h30, mais concernant Silence on joue, la dernière émission enregistrée de cette durée remonte à avril 2022. Non pas 2002. Ça va. On avait fait 1h38. Voilà. C'était quoi le programme ? C'était le Stanley Parable Definitive Edition, et il n'y avait que Julie et Patrick qui étaient là. Donc on était en bonne condition. Mais bon, bref, on est de nature optimiste quand même, et donc on a vu grand pour 1h30, ce qui est absolument ridicule. Donc au programme. Dernier truc. Oui, il a fallu préparer le programme un peu en avance, donc c'était compliqué de faire de l'actualité très très chaude. Donc on a pris un peu les trucs qu'on avait en stock. Il fallait un peu, des choses dont on n'avait pas parlé, qui datent un peu parfois, mais c'est pas grave. On a voulu, ils ont leur place dans le programme. Donc j'en étais où ? Oui, parce qu'il faut faire court, je vous ai compris. Vous avez compris, pardon. Au programme cette semaine, on va parler des Chevaliers de Baphomet, de Crush House, de Pyren, d'Arctic Eggs et de Baldur's Gate 3. Tiens. C'est absolument... Encore ? Oui. Attends, c'est bon, Baphomet, quoi. On a une bonne raison de revenir pour la 30e fois sur le GOTY 2023, promis. Et on n'a aucune raison de tenir dans les temps, je sais, mais on va essayer. Oui, on va faire ce qu'on peut. C'est pas parce qu'on est des gauchistes qu'on n'est pas des gens sérieux. Je commence en accueillant 3 de mes chroniqueurs préférés. Corentin Benoît Gonin. Salut Corentin. Salut Erwan, salut le public. Très content d'être là en tout cas, et on va faire ce qu'on peut. Nous ne sommes que des hommes après tout. Malheureusement, nous ne sommes que des hommes. Oui, c'est vrai. Julie, elle manque. Julie, enfin. Julie, elle manque. Elle pouvait pas être là. Elle aurait adoré être là. Mais bon. Non, je suis censé le dire. Si elle voulait, elle serait venue. Pas d'excuse, quoi. Non, moi, je suis toujours heureux d'être avec Julie. Je la vois jamais. On n'est jamais sur les mêmes semaines, donc. Sauf sur le plateau de Canard PC, c'est d'accord. Vrai, okay. Je te fais des infidélités sur le plateau de Canard PC. C'est vrai, pardon. Marius Chapuis, salut Marius. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Ah oui. Toi aussi, tout va bien ? Bah oui, on est dimanche. On est dimanche. Et Patrick Helio, salut Patrick. Salut Arwan, salut à tous. Le programme cette semaine, t'es content, tout va bien ? Ah bah oui, c'est très bien. C'est bien d'avoir un petit peu de temps pour évoquer ces jeux qui ont pu passer entre nos filets. C'est vrai qu'on a nos programmes hebdo, mais il y a parfois des titres qui sortent de notre champ de vision. Donc là, c'est très bien de revenir sur des jeux qu'on va recommander et expliquer pourquoi, surtout. Ouais, Baldur's Gate 3, par exemple. Oui, c'est vrai. Alors lui, non. C'est pas moi qui ai suggéré. Non, c'est vrai, en plus. Il est innocent, pour le coup. Donc, en plus, j'avais mis fin de l'intro 5 minutes. On en est à 4 minutes 25. Donc, on est hyper bien parti. Impeccable. On est au top. Beau gosse, quoi. Mais oui, grave. Donc, du coup, vu qu'on a le temps... à la place des news, on va pas parler tout de suite des jeux, faut quand même pas déconner. Normalement, vous le savez, un Silence on joue, ça commence par l'actualité. Sauf que on a déjà fait l'actualité pour l'épisode de la semaine dernière. On va faire l'actualité pour l'épisode de la semaine prochaine. On va pas parler d'actualité aujourd'hui. Nous sommes début octobre, enfin mi-octobre, c'est la même chose. Et donc en fait, moi je me suis dit à la place des news, on va commencer en douceur. Et je me suis dit que bientôt, dès novembre, dès mi-novembre, ça va commencer.
ça va être le grand débat du GOTY, etc., comme tous les ans. Bref, mais on n'en parle pas assez. J'aurais bien aimé savoir votre GOTTE. Alors, GOTTE, c'est une nouvelle notion, c'est The Game of the troisième trimestre. Voilà, donc vous faites cela. Il faut le déposer, ça. Hein. Oui, non, non, c'est juste là maintenant, c'est de l'éphémère. J'aime bien. Oui, c'est un concept éphémère. Et donc, j'avais envie de vous entendre sur, pour vous, c'était quoi votre Game of the troisième trimestre. Donc, parce que on en parle jamais assez, et surtout parce que aussi, c'est une raison aussi, qu'on n'en parle pas souvent. Mais parce qu'on s'est pas encore assez rendu compte qu'il y avait une vraie actualité du jeu vidéo l'été et la rentrée maintenant. C'est vrai que c'est souvent des jeux qui passent sous silence. Exactement. Exactement. Et tiens, t'as la main, Corentin, ton Game of the troisième trimestre. Je voulais répondre et je vais sûrement... je vais répondre, mais en fait, on va le traiter la semaine prochaine et c'est UFO 50, donc je vais me le laisser de côté. Je vais le laisser de côté et plutôt parler d'un jeu qui rentre pas exactement dans ta catégorie. Pas de chance, il fait un saut de mouton. Il est sorti une première fois en mai et il ressort une deuxième fois en novembre. Donc vraiment, il fait un saut de mouton. Donc voilà. En tout cas, le barycentre est au troisième trimestre. Moi, j'y ai joué jusqu'en juillet, donc pour moi, ça marche. Et il s'agit de Nine Souls, parce que c'est un Souls-like, mais c'est pas des dernière armes. émission de la saison 17, on en a parlé. Tout à fait. Et il est vraiment passé rapidement parce que c'était la dernière émission, on était tous ensemble, voilà. Mais j'aimerais remettre une couche sur Nine Souls. C'est excellent, Nine Souls. Je l'ai fini après l'émission. J'étais pas loin de la fin, mais je l'ai fini après l'émission. C'est rare que je poursuive dans les jeux après en avoir parlé dans l'émission, parce qu'on a tellement de jeux à faire. Là, il se trouvait que c'était la dernière émission de la saison, donc j'avais du temps et j'avais très envie de le terminer, ce Nine Souls. Donc, jeu taïwanais fait par un studio qui s'appelle Red Candle Games, qui ont fait ce qu'on appelle dans le milieu une Tango Frameworks en ne faisant plus du survival horror, alors que c'était leur comment on appelle ça, leur violon dingue à ce moment-là, et ils ont décidé de faire une espèce de, pour le dire très vite, Hollow Knight-like, c'est-à-dire un mélange entre un Souls-like et un Metroidvania, dans lequel on incarne une espèce de petit chat renard, on ne sait pas trop, on ne sait toujours pas, un furie qui est un peu anthropomorphe, qui va évoluer dans une espèce de grand complexe extraterrestre, où au début on te fait croire que ça va être du japonais féodal ou du chinois féodal, alors que pas du tout. En réalité, c'est de la bonne science-fiction, du Tao Punk, comme ils le décrivent dans les différents moyens communicationnels du studio. Et oui, non, mais ils ont raison d'appeler ça Tao Punk, ça fonctionne très bien, c'est-à-dire qu'on prend vraiment toute l'esthétique chinoise, japonaise, taïwanaise en l'occurrence, c'est très très proche, très cousin, ces choses-là, et du coup ils les mettent dans un contexte science-fictionnel qui marche parfaitement bien, on sent qu'ils maîtrisent parfaitement ça. Niveau musique, moi je les écoute maintenant, c'est devenu des musiques de travail, cool. C'est vraiment chouette, et une bonne difficulté qui ravira ceux qui ont aimé Sekiro, c'est de la parade parfaite, c'est de l'apprentissage de rythme, etc. Et en plus de ça, il y a une bonne narration. Ouais. Donc vraiment, il y a... Il est dur quand même. Qu'est-ce qui va pas? Oui, il est un peu dur, mais il y a un mode histoire dans le sens où il y a un mode normal et un mode histoire, et dans le mode histoire, on peut se mettre invincible si on veut, quoi. Donc si vraiment c'est dur, vous mettez en mode histoire et il n'y a pas de souci, continuez de regarder ce monde magnifique. Mais voilà, c'est certainement un de mes GOTTE, mais aussi GOTY, honnêtement. Il sera dans le... On en reparlera peut-être plus tard. Pas de problème. Dans les éventuels classements. Marius. Ouais, c'est compliqué tes histoires de GOTTE parce qu'on ne sait pas si on doit préparer un futur GOTY ou pas. Non, c'est... Du coup, je vais répondre par l'instinct. Non, mais juste pas Baldur's Gate 3. C'est ça. Non, c'est juste ça, s'il te plaît. Niet. Ok. C'est The Operator. Oui, bien sûr. Que j'attendais vraiment pas pour le coup. Ouais. C'est Patrick qui m'a envoyé la clé et le truc était tellement une belle surprise que je pense qu'il y a ce petit truc en plus, quoi, de joie ultime de découvrir un jeu qui marche formidablement bien. Et pareil, dans le cadre... Enfin, voilà, je ne savais pas exactement pour qui on devait parler dans Pod Paris. Si on devait parler à un public plus large ou au public de gros geeks habituels de Silence on Joue, geek les deux. Que les autres se tirent. L'avantage, c'est que celui-là, il ne demande pas une grosse machine, il ne demande pas une connaissance en jeu vidéo. Tu peux le lancer depuis n'importe où et c'est formidable, quoi. Et puis, on a besoin de plus de jeux qui ressemblent à X-Files. Très bien. Tout bêtement. The Operator. On a fait l'interview de Bastien Jaffery. Très chouette. Très super interview.
Et Patrick, ton Gototo. Alors techniquement, ça s'arrête ça passe pas du tout. À fin septembre, c'est ça, techniquement? Techniquement, c'est le 3e trimestre. Juillet, est-ce que j'ai besoin de dire- détailler? Alors, Juillet, août, septembre. Donc alors, Bon, déjà, Corentin a fait nimp, donc tu peux y aller. Oui. j'y vais. Voilà. Alors techniquement, pour moi, c'était Astrobot. Ouais. Vraiment, c'était la surprise, un jeu que j'attendais pas du tout et que j'ai trouvé absolument incroyable en termes de réal, c'est un jeu qui marche quand même sur le précaré de Nintendo, et il faut se permettre, et ça fonctionne à merveille. Enfin, je trouve que c'est un jeu qui est absolument... Moi, j'avais la banane en jouant pendant... Vraiment, j'ai trouvé absolument incroyable et une vraie surprise. Vraiment un titre que j'attendais pas. Après, si je commence à déborder sur début octobre, il y a l'affaire Silent Hill 2, quoi. Il y a Silent Hill 2, on en a parlé cette semaine dans Silence on Joue, où pareil, une sorte de choc où on pouvait s'attendre au pire, dans le meilleur des cas, avoir une attente polie sur un jeu qui était vraiment le piège absolu en termes de remake, dans la grande vague de remake. Et celui-là, on se disait, il ne faut pas y toucher. Ce studio-là, il n'a pas les épaules, et il m'a emporté dans un voyage au bout de l'enfer, et en même temps qui est merveilleux, qui est absolument touchant, qui est à la fois terrifiant et d'une beauté magnétique. Et réussir à reprendre tout ça 25 ans après, avec une autre façon de mettre en scène, un propos qui est un petit peu évolué. Moi-même, j'ai aussi évolué, il m'a touché différemment. Donc Silent Hill 2, c'est un monument. Je pense que dans la course au GOTY, tu en parlais, Corentin, je pense que lui, il va bien se placer dans mon classement. Mais voilà, Astrobot, pour moi, vraiment, si on reste voilà, il est absolument incroyable, et c'est vraiment un titre qu'on peut conseiller facilement. On en parle souvent dans Silence on Joue, comme tu disais, les jeux qu'on peut facilement conseiller, même à des joueurs ou des joueuses qui sont pas forcément... tu parlais d'Astrobot, parce que Silent Hill 2... mais pareil, j'allais objecter comme jamais j'allais objecter. Non, Astrobot, parce que Silent Hill 2, tu peux le conseiller, mais il faut accompagner, il faut discuter, il faut bien, et puis pas n'importe qui. Non, Astrobot, c'est le jeu que tu peux vraiment conseiller très facilement. Avec quand même cette petite contrainte qu'il faut une PS5. Accessoirement, mais Qui ça, coûte de plus en ça, plus cher tous en les général, mois. il faut évoquer le sujet. Mais voilà, c'est un titre qu'on peut vraiment facilement conseiller, qui est vraiment très ouvert, je trouve, en termes de gameplay, de plaisir de jeu assez immédiat. Très bien, parfait. Vu que Astrobot et ZZ Operator sont sortis, je vais quand même... En fait, j'ai deux réponses. Il y en a un qui est aspirant Gototo, mais que j'ai à peine commencé. Enfin, j'ai fait quelques missions, et je pense, d'ailleurs, il va être au programme des prochains Silence on Joue, parce que j'ai adoré le début. Mais je vais d'abord parler de celui que j'ai fini, c'est Thank Goodness You're Here, qui vraiment m'a tellement fait rire. Alors, j'ai appris par les commentaires de Silence on Joue, on en a parlé dans une des émissions il y a 3 semaines, je crois. Et franchement, je pensais que c'est un jeu qui allait faire l'unanimité. Ça n'est pas du tout le cas. Enfin, bah oui, je sais, mais bon, moi je suis dans... C'est tellement bizarre. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, j'ai tellement accroché, moi je me suis tellement marré, et c'est tellement rare qu'un jeu vidéo réussisse à faire rire à ce point. Enfin, c'est vraiment pas la spécialité du jeu vidéo de faire rire. C'est pas facile. Et donc vraiment, moi j'ai vraiment adoré, et je le mettrai là. Et sinon, celui que j'attends, et que peut-être qu'il va gagner le titre a posteriori, c'est Tactical Breach Wizards, dont on n'a pas parlé, et qui est tellement bien, et franchement c'est très drôle aussi, il y a beaucoup d'humour, mais c'est pas là le but du jeu, c'est pas de faire rire, c'est plus... Alors, son nom suggère un jeu tactique, forcément. On est plus à la limite du puzzle game que du jeu tactique. C'est-à-dire il y a vraiment une solution à chaque map, et il faut trouver un peu la solution idéale. Mais franchement, c'est drôle, c'est très bien. C'est très bien. C'est la narration. C'est une troupe d'intervention magique. Voilà, en gros, ils ont chacun leur pouvoir. L'un peut aller très vite dans le temps, l'autre peut voir une seconde en avance, l'autre peut soigner ses camarades, mais à partir du moment où ils sont morts. Enfin voilà, c'est ce genre de truc. Et vraiment, et en plus, il est très beau. Il est en low poly, magnifique. Et donc, on va en parler dans Silence on Joue dans les semaines qui viennent. On fera encore du rattrapage. Ça y est, c'était pour l'intro. On va commencer. On est dans les temps encore. Je n'arrêterai pas de le dire parce qu'on va être toujours dans les temps. Ça va être formidable. Et on va commencer le programme de cette semaine, le programme chargé de cette semaine. Pourquoi pas par un remake? C'est un peu... c'est la tendance. C'est la tendance, mais là, un remake qui vient... De très loin. De très loin, quand même. On est sur du 1996. 16. Ouais. Ah, je le voyais avant, moi. Non, 96. 96. PC, ouais, puis après d'autres versions. On va parler des Chevaliers de Baphomet, l'ombre des Templiers. Reforged. Starting today. Eh bien, pas du tout, c'est pas ça. Pardon. Ça devait arriver.
Chevaliers de Baphomet, l'ombre des Templiers, donc 1996, Charles Cecil à la réalisation, évidemment, l'Américain en vacances à Paris, George Stobart, qui va être aidé de Nicole Collard, la journaliste, pour résoudre un mystère à base de Templiers, pourquoi pas. Donc voilà, il est ressorti, c'est pas la première fois qu'il ressort, évidemment. Il y a eu version Director's Cut, des versions GBA, je crois. Mais il a une longue histoire. Enfin, pour resituer, c'est vrai que c'est un des grands classiques de l'âge d'or du point and click. Vraiment, c'est un de ces titres qui était très très emblématique. Revolution Software, tu disais, donc Charles Cecil et puis toute son équipe de très bons designers. C'est vrai que c'est un titre qui arrive au bon moment et qui frappe vraiment le genre du point and click avec ses graphismes très ciselés, son ambiance, épique, aventure, très Tintin, très film comme ça d'aventure. On est vraiment pris par un souffle assez épique et c'est très prenant. Alors, c'est vrai que l'annonce encore d'un remake de ce jeu-là, aujourd'hui, on se dit quoi? Encore lui? On l'a eu sur PC en 96, il a été porté sur PlayStation, je crois que c'est une des versions qui a été très très populaire à l'époque et qui lui a fait, qui a fait découvrir ce titre-là aussi. Il y a tout un public élargi en dehors des aficionados du point and click. C'est vrai que la version console a vraiment permis d'avoir une aura très particulière. Il est sorti sur des titres, sur des versions improbables, iPhone, Game Boy Advance, une version très solide sur Game Boy Advance. Il a eu ce Director's Cut en 2009-2010 avec des ajustements, des scènes en plus. Donc vous dites, c'est bon, on en a fait le tour. Et là, annonce d'un remake. Franchement, on y va avec des craintes. Parce qu'un petit peu comme Silent Hill 2, on n'est pas du tout dans les mêmes codes, mais ce sont des titres importants. On y est attaché, on les connaît bien, et c'est vrai qu'on lance cette version Reforged. Sachant qu'il y en a eu 5 de Baphomet. Oui, c'est une série. Ça a fini par avoir du mal à convaincre quand même sur la fin. Et surtout, on s'est vraiment rendu compte que la 2D était précieuse et effectivement que les deux premiers étaient absolument essentiels pour comprendre le succès. Effectivement, les suites étaient moins bonnes. Et donc, on a des craintes. On a quelques sorties un peu maladroites de Charles Cecil qui parlent d'IA, d'exploiter l'IA pour justement travailler au remake et puis peut-être aussi, j'imagine, à un nouveau volet qui sera en chantier. Et puis il y a une jaquette affreuse aussi qui est publiée, une jaquette pour accompagner cette nouvelle version. Donc vraiment on y va en se disant mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est vraiment une ressortie pour exploiter le code d'origine un peu nettoyé et à peine. Et en fait on lance le jeu et là on se dit ah ok d'accord, j'ai compris, c'est absolument magnifique. C'est-à-dire que même quand on connaît le jeu, qui devait être en 640 par 320, j'imagine, qui en plus avait été... non, moins En tout cas, il est arrivé sur console, il a été un petit peu abîmé, il a été compressé dans tous les sens, on l'a connu dans des conditions parfois un petit peu plus difficiles, mais ça a permis aussi, encore une fois, de le faire connaître au plus grand monde. Là, en fait, les graphismes sont entièrement refaits, entièrement retapés en 4K, et c'est magnifique. C'est-à-dire qu'on redécouvre ces décors, et on rappelle, le point and click, les décors sont absolument capitaux. Et c'est vrai que Revolution Software, ils ont fait leur nom avec ça, avec cette finesse dans les décors, les petits détails, tout est très vivant. Et on lance le jeu, on le redécouvre littéralement. C'est-à-dire que, véritablement, et ça a été expliqué très bien par Charles Cecil. Il donne beaucoup d'interviews, Charles Cecil. Allez écouter Charles Cecil, c'est un bonheur. En plus, il a un accent anglais qui est absolument incroyable. J'adore cet auteur. Et il parle, on sent qu'il est passionné par le jeu d'aventure. Enfin voilà, il travaille dessus depuis des années. Donc il a expliqué tout ça. L'IA, c'était aussi pour économiser, parce que l'idée, c'était vraiment de retaper complètement visuellement le jeu, les fonds, les personnages, toute l'animation en fait, qui donne vraiment un effet cartoon. On a vraiment cette sensation quand on lance le jeu d'avoir un dessin animé en mouvement. Il y a cette magie de... C'est vrai que ça fonctionne. Et en fait, je pense que l'idée de ce projet de retape presque, on va dire, idéal du jeu initial, c'était de retrouver un peu le choc de 96, parce qu'il était magnifique pour l'époque, mais évidemment, il a vieilli, c'est le support qui veut ça, la définition a évolué. Et là, on se reprend vraiment ce côté, chaque tableau est absolument incroyable dans les décors, dans les petits détails, tout est absolument animé, vivant, et ne serait-ce que dans les déplacements des personnages. Enfin, on a vraiment cet effet cartoon
Et surtout, on a cette sensation d'être devant un director's cut parce que ça va être aussi l'occasion, ça a été l'occasion pour le studio aussi de retaper plein de petits détails, des incohérences visuelles, des choses qui visiblement leur posaient problème. Donc ce qui est étonnant, c'est qu'on a une sorte de version définitive, très agréable à jouer, avec une interface qui a été repensée. On sent aussi que le jeu est passé par la console, par la PlayStation, je disais. Donc déjà à l'époque, il y avait eu cette interface repensée pour ça. Quand on passe sur Game Boy Advance, on apprend aussi à réviser un petit peu l'interface. Et là, on a vraiment quelque chose qui est jouable. Et d'ailleurs, le jeu nous accueille jouable souris ou manette sur PC. Donc on a vraiment une volonté, il sort aussi sur les consoles, de faire venir les joueurs, en fait, les joueuses, d'avoir quelque chose de très ouvert en termes de gameplay. Le jeu à la manette est très, très réussi. C'est vraiment très, très visuel. On sent qu'il y a une réflexion. Et encore une fois, ces gens-là connaissent bien le sujet du point and click. Il y a une vraie réflexion sur l'ergonomie, les petites animations, ne serait-ce que dans le curseur animé, donc on a un objet qui peut être activé, hop, en une seconde on comprend, on peut l'activer, on peut le regarder, on peut parler qu'une personne, donc tout ça est très très visuel. Alors moi c'est quelque chose qu'on retrouve parfois et que j'apprécie notamment, et là j'ai pas arrêté de le faire, c'est ces touches magiques, c'est le tab sur PC qui permettent de basculer entre la version 4K et la version originale. Et c'est incroyable de voir le fossé de nos souvenirs, encore une fois, qui nous paraissait incroyable. Et quand on voit le delta, c'est absolument incroyable de voir l'évolution. Il faut qu'on parle quand même d'un élément qui, alors c'est vrai qu'il est beau et que c'est fin et qu'on a été plus habitué à cette finesse-là avec un titre comme Baphomet. Et il y a le son. Alors oui, le son. Et le son, en fait, juste je te laisse la main parce que je sais que tu vas couvrir le doublage d'époque d'Éloge et à juste titre. Mais en fait, il y a ce truc où l'image est passée en 4K et on nous passe une bande son sur un vieux vinyle un peu éraillé qui crachote. Et c'est très étrange. Le résultat est fascinant. C'est limite là qu'il aurait fallu mettre de l'IA, non, pour restituer cette. En fait, je pense que j'imagine qu'ils ont dû se poser la question en fait. Et en fait, il y a un tel attachement à la VF d'époque qui est exceptionnel. Enfin, c'est Emmanuel Curtil qui joue. Un ingé son, ça fait pas de mal non plus. Il y a un truc qui est très étonnant où tu as juste l'impression d'avoir, je te dis, un vinyle qui passe la bande son au-dessus d'un jeu en 4K. C'est très bizarre, mais même au niveau de la finesse du son, des variations, il est ultra compressé. J'ai eu cet effet-là dans Riven aussi, où c'est les sons d'époque, alors légèrement retouchés quand même, mais c'était pas aussi pire. Alors, on aurait pu envisager de laisser le choix à l'utilisateur. Est-ce que vous voulez la piste française d'époque ou une nouvelle piste? Moi, j'aurais mis la piste d'époque tellement. Non, mais bien sûr. Non, et à la limite, c'est une. Mais il faut le dire, bien sûr. En plus, la VO est bien mieux retravaillée, visiblement. La version anglaise est beaucoup plus retravaillée et beaucoup plus propre que la version française. Mais on ne retire pas ma VF des Chevaliers de Baphomet. On ne peut pas y toucher. Donc, oui, il y a effectivement un choix a été fait que moi je valide, c'est d'avoir cette VF craquante comme un vieux disque. C'est fascinant en vrai. En vrai, c'est fascinant. Mais on aime tellement les intonations. Stobart qui nous parle du clown. Le clown. C'est inoubliable. On peut pas. Et ça, il suffisait qu'une virgule change et on aurait été horripilé, on n'aurait pas supporté, on aurait dit non, ne touchez pas à ça. Finalement, moi, je valide. Il y a vraiment ce côté Madeleine de Proust. Et oui, le son est comment dire, daté, mais il est tellement finalement emporté par le visuel qui pour moi vraiment emporte le projet de remake et éteint complètement mes craintes de dire c'est vraiment de la pure exploitation. Non, le travail a été fait sur le visuel, c'est absolument incroyable. Les effets d'ombre sur les personnages, sur des petits détails qui ont été changés. On redécouvre chaque décor, et encore une fois cette touche de retour en arrière immédiate comme on l'avait dans les Secrets of Monkey Island, etc. C'est magique, ça nous montre vraiment. Donc tu es retombé dedans. Mais complètement, je trouve qu'il y a une magie qui est absolument inoxydable à cette histoire très Indiana Jones, Tintin, Charles Cécile Landy en plus, il en parle, c'est vraiment cette vision qu'il avait enfant quand il est venu en France, il a découvert Paris, il avait ce côté un petit peu magique de découvrir la ville à l'époque, et tout ça transparaît dans cette aventure qui a un look très cartoon, et je trouve que vraiment, encore une fois, la 4K est très raccord avec la direction artistique, qui n'a pas été du tout abîmée, alors tout est redessiné et profondément. On sent qu'il y avait le code, je crois qu'ils ont un petit peu galéré en plus pour retrouver le code source du jeu originel, mais ils ont réussi à se débrouiller, à reprendre des plans, à rescanner, à retravailler, et c'est phénoménal. Là-dessus, en plus, s'ajoute toute une surcouche, encore une fois, de réflexion sur c'est quoi le point and click en 2024. Est-ce que les gens sont...
Est-ce que les gens sont prêts à aller chercher C'est 45 minutes dans le podcast d'1h30. Voilà ce que ça représente en 2024. Non, mais la question importante, c'est est-ce que les gens sont comme nous à l'époque prêts à passer des semaines devant un écran bloqué, à se dire comment je fais, est-ce que j'attends la sortie du prochain Gen 4 ou Tilt parce qu'il va y avoir une solution? Tu veux une réponse à ça? La réponse est non. Ça ne fonctionne plus. Et du coup, on sent qu'il y a une réflexion avec tout un système d'aide, et je pense que c'est un des meilleurs systèmes d'aide que j'ai vu dans un point and click à date. Totalement modulable, c'est-à-dire qu'on peut complètement avoir une solution qui s'inscrit complètement à l'écran, ou juste des petites pointes vers quel va être le prochain mouvement à faire. Enfin, en tout cas, le joueur peut être accompagné complètement, et on sent que l'idée, c'est de profiter, quel que soit son niveau de temps aussi, quel volume de temps on peut consacrer à une aventure comme ça, et d'accompagner le joueur avec, je crois que c'est un mode histoire qui permet vraiment d'avoir quelque chose de très coulant, avec une petite main qui te dit va faire ça. Attends, il y a un mode histoire dans le jeu? Tu nous as même pas dit de quoi ça cause le jeu. Tu veux vraiment qu'on développe? Non, alors les Chevaliers de Baphomet, l'ombre des Templiers, donc un jeu de 1996 remis au goût du jour en 2024 qui est dispo partout, Switch, console, PC. C'est ça, il arrive en mode physique sur console en début 2025. D'accord, et il est dispo pour 30 €, il les vaut les 30 €? Ah mais largement, surtout si vous le découvrez, enfin, c'est encore une fois c'est très très entraînant. Enfin, moi j'ai vraiment repris on est embarqué par cette histoire d'attentat à Paris au début, on est pris dans l'histoire, il y a les Templiers, le mystère, du voyage. Non, je trouve que c'est incroyable. On va changer d'ambiance. Beaucoup d'ambiance. On va changer beaucoup d'ambiance. Après le mystère des Templiers, on va aller sur la caméra de Love Story. On va parler de The Crush House. Starting today, Là, prepare normalement, c'est yourself for the most electrifying edge of your Chorby experience ever to hit reality TV. Welcome to The Crush House! Every twist, every turn, every shocking moment shown is driven by you, the audience! Whether you're a suburban mom... Oh, Neil. Ouais, à la fin, ils ont mis des gens, je sais pas pourquoi. Parce que ça aurait été une super idée dans le jeu. Ils l'ont pas fait. Et ils l'ont pas fait, c'est vrai. The Crush House, le nouveau jeu signé Nerial. Nerial, on les entendait pas du tout sur ce genre de choses. Nerial, c'est... Card Sharks, et puis avant Reigns, c'est surtout Reigns et les variations de Reigns, évidemment, variations Game of Thrones, etc. Là, The Crush House, on est dans Love Story et on contrôle le caméraman ou la caméraman, et il va falloir filmer ce qui se passe dans cette maison, cher Quentin. Ça va faire plaisir à Patrick, on reste dans les années 90 un petit peu. C'est ça, donc, c'est la fin des années 90. 2000, ouais, c'est fin 90, ils disent dans le lore. Attention. Hein. Oui, bien sûr, je fais très attention à ça. Je ne me tromperai pas, je n'oserais pas. Du coup, donc, dans The Crush House, on joue la caméraman, on joue même la productrice, d'une certaine manière. C'est un peu chelou, c'est un rôle de... On a un peu la bonne à tout faire quand même. On filme, on doit mettre les pubs, on doit discuter avec les gens. Il n'y a pas de budget. On fait le casting, on fait tout, on fait tout dans cette émission. Donc on est à la première personne, on démarre, on est dans un couloir, vraiment quelque chose de pas du tout inquiétant. On récupère son badge, on arrive dans sa loge. Il y a un ordinateur, on y dit choisis tes candidats. Et d'accord, alors choisissons nos candidats. Donc on a des profils, des garçons, des filles, dans l'ensemble tous avec de la libido qui dépasse, qui déborde des yeux, très clairement. Ils sont pas là pour enfiler des perles entre guillemets. Et le but, ça va être de les filmer pendant une semaine, la semaine la plus improbable et la plus incroyable du monde de la télé-réalité. Dans cette donc c'est une télé-réalité d'enfermement. Donc c'est une grande villa, on va dire magnifique, avec une piscine, une espèce de, comment on appelle ça? Le salon, c'est une baie vitrée, voilà, c'est magnifique, vraiment une cuisine ouverte, et bien sûr les sodas sponsorisés, c'est où ils sont partout, puis des Furby, plein de Furby, on ne sait pas trop ce qu'ils font là, mais il y a des Furby, donc on est très content parce qu'on adore les Furby, c'est faux. Alors du coup, on joue, on avance, et donc on a les gens qui arrivent pour le premier jour, ils arrivent dans un ascenseur dans la piscine, on doit les filmer, leur arrivée, on commence, et on ne sait pas trop ce qu'on doit faire au début, on est là en train de les filmer, et puis on voit des points qui commencent à remplir des jaunes,
jauge et on t'explique que, alors là, tu as les fans de l'émission qui regardent, tu as aussi la ménagère de 50 ans qui regarde et qui a besoin de voir des trucs de la romance à l'eau de rose et des bouteilles de vin dans l'ensemble. Tu as aussi les fans de plomberie qui regardent. Très attention, les fans de plomberie regardent, donc prends bien le temps de faire des plans de coupe sur de la plomberie de temps en temps. C'est une vraie histoire, je n'invente pas de crack. Et puis d'autres, il y a plein de types en fait de publics. Oui, on a plein de feuilles Excel avec en gros tous les publics et ce qu'ils veulent voir. Et en fait, le but du jeu, c'est de satisfaire le plus de public. Il y a un côté, on est dans le cynisme pur. Tout à fait. Et où il va falloir déclencher des histoires, filmer les histoires, etc. Tout à fait. En fait, par exemple, les ménagères de 50 ans là, qui regardent, qui sont représentées par un verre de vin, ça veut tout dire. Elles veulent des déclarations enflammées dans la cuisine, quoi. Grosso modo, c'est ce qu'elles veulent. Elles veulent des jolis garçons qui sont romantiques, ce genre de choses. Alors que les fondamentalistes, ils veulent voir des boules. Grosso modo, c'est un petit peu l'idée du truc. Donc il va falloir comme ça un petit peu ménager la chèvre et le chou, essayer de filmer certains éléments et d'autres, de faire en sorte que les jauges se remplissent, sachant qu'au fur et à mesure des jours et des cycles, on va nous rajouter des jauges et à la fin, il va falloir satisfaire 8, trop de gens. 9 publics simultanément, sachant qu'une fois qu'un public est entièrement satisfait, son enthousiasme littéralement débordant va remplir les jauges des autres. Donc à la fin, vous pouvez filmer des boules, tout le monde est content, et c'est formidable parce que c'est plus facile comme ça finalement, et puis c'est plus proche de la télé-réalité finalement. Alors n'hésite pas à balancer les vérités qui font mal dans cette émission, vraiment. On a peur de rien. Alors au fur et à mesure qu'on avance, donc on finit la semaine, l'émission se termine, donc les gens vont dans le toboggan de la réussite ou dans l'ascenseur de la honte selon si on a atteint nos objectifs d'audience ou non. Et puis un mystère commence à se dévoiler. C'est-à-dire qu'on commence à nous envoyer des messages sur notre talkie-walkie depuis les tréfonds du sous-sol. Il y a des gens qui nous parlent. Il y a des complots qui se font dans cette crush house. Et en fait, on comprend que il va falloir utiliser. En fait, on va avancer dans le jeu en respectant l'audience pour pouvoir survivre un jour de plus, pour pouvoir creuser de plus en plus et faire notre petite enquête, sachant que très clairement, il y a quelque chose qui se trame de très grave, manifestement. Voilà. Sachant qu'il y a des choses un peu cheloues aussi qui sont un peu introduites dans le gameplay. Par exemple, quand on commence une nouvelle saison, qui est donc la semaine d'après, on joue manifestement la même personne, le badge a le même nom, le même visage, mais la productrice, notre supérieure nous reconnaît pas, nous dit que ça s'est mal passé avec la précédente. C'est bizarre tout ça. Donc il y a vraiment, il y a une espèce de notion de boucle temporelle un peu presque qui se met en place. On comprend pas très bien. C'est un peu mélangé comme ça dans la boucle de gameplay qu'on a habituellement. Le but, ça va être de découvrir un peu, d'aller de plus en plus loin, sachant qu'on va débloquer des événements au fur et à mesure qu'on va aussi aider les candidats à atteindre leurs objectifs. C'est-à-dire que la nuit, ils vont nous parler, ils font « alors moi, il y a mon grand-père qui regarde, ça serait bien si on ne voyait pas de boule pendant toute une émission. » Mais c'est la mission la plus difficile de tout le jeu. Vraiment, c'est assez terrible. Mais c'est une vraie mission qui existe, ou bien il y en a d'autres qui font. Alors moi, je veux en un jour, je veux embrasser 3 mecs différents. Vraiment, c'est ce genre de truc qu'on a en tant que mission. Et du coup, on va, en aidant les participants, on va progresser dans l'enquête et donc découvrir ce qui se trame dans l'ombre. Il y a un truc assez séduisant dans The Crush House qui est l'aspect émergent presque des histoires, parce que c'est vrai qu'on fait les castings en fonction, on a les caractéristiques. Alors lui, il s'entend avec les personnages intellectuels, lui, il est plutôt intéressé par tel sujet, etc. Et on va pouvoir choisir 4 personnages et finalement voir l'histoire un peu artificielle, forcément, parce qu'on est dans la télé-réalité, qui va émerger de ça. Donc il y a ce côté intéressant, mais est-ce que ça... Moi, ma grande question, parce que j'ai que commencé, est-ce que ça tient sur la durée? J'ai eu un gros doute sur... Non. C'est ça. C'est le problème. En fait, alors, c'est marrant, honnêtement. Enfin, il y a un côté marrant au début de mélanger les archétypes. Donc, c'est un peu comme dans Until Dawn. T'as le jock, t'as l'intello, la top modèle qui veut pas se laisser faire. Enfin, il y a plein de types de. Il y a la meuf toute sage, etc. Et en fait, au début, c'est rigolo. Puis en fait, tu te rends compte que les personnages. Alors, les dialogues en eux-mêmes sont bien écrits, il y a des bonnes vannes, c'est extrêmement bien localisé, on n'en attendait pas moins de ceux qui sont derrière, wink wink, la personne qui s'en est occupée se reconnaîtra, mais du coup, par contre, l'écriture des personnages en elle-même et sur la longueur et leurs arcs narratifs, c'est plat quoi, c'est super plat, il se passe rien. Et tu joues quoi exactement en fait? Tu cadres? Tu les filmes et la nuit, des fois, ils vont te demander des services que tu vas leur rendre ou non, selon si tu y arrives ou pas. Mais toi, tu joues en fait un élément invisible. Enfin, on fait pas attention à toi en journée. Tu n'existes pas. Tu es juste le caméraman. En fait. Tout à fait. Une caméra flottante comme ça qui. Et d'ailleurs, ce qui n'est pas. En fait,
des jeux dans lesquels on filme et on doit jouer avec les images et on produit quelque chose. On en a eu quelques-uns quand même ces derniers temps. On a eu Content Warning qui est quand même très drôle et à la fin on obtient quelque chose, on obtient un film de tout ça. On a eu Not for Broadcast qui est quand même super bien, quoi. Enfin, tu réponds pareil à des règles de gameplay et à la fin tu produis un film que tu peux re-regarder, tu produis un métrage que tu peux regarder et c'est cool. Là, en fait non, il se passe. Enfin, tu produis rien, tu remplis juste des jauges qui vont te donner un très mauvais métrage que tu peux même pas regarder en plus derrière. Et heureusement, parce que ce serait pas particulièrement intéressant à regarder. Et c'est dommage, on peut pas jouer avec plusieurs plans, par exemple. Il y a pas plusieurs cadres. Ouais. Et en fait, du coup, ça répond même pas au. Il y a pas de montage en fait. Tu peux. Il y a pas de montage. Mais du coup, ça répond même pas en fait aux codes de la télé-réalité qui sont basés sur des caméras de surveillance, presque des caméras fixes derrière des miroirs, dans le coin. Et tout ça. En fait, il aurait été plus logique qu'on soit dans une régie et qu'on change de caméra, un peu comme dans Not for Broadcast. Ça aurait été plus malin et plus logique, quitte à ce qu'on puisse passer sur un caméra sur place qui puisse, voilà. Donc en fait, au final, à la fin, on est là en train d'optimiser nos points, nos jauges, et c'est pas passionnant, quoi. À la fin, vraiment, t'es là en train de filmer des tuyauteries pour faire plaisir aux plombiers, pour que ça fasse plaisir aux autres. L'espèce de sous-intrigue qui rajoute, c'est une façon de se débrouiller pour combler le vide. Ça donne envie de continuer, du coup, un petit peu. Puis en fait, ça se pète la gueule parce que c'est pas non plus très bien écrit, quoi. Et c'est ça. Là, j'ai regardé à la fin un petit peu. Enfin, je suis allé jusqu'au bout du jeu, mais il y a plusieurs fins. Ouais. 2 en l'occurrence, donc ça va, j'aurais pu. Mais bon, un truc qui m'énerve, moi, c'est on te fait faire une fin. L'autre fin, elle dépend juste de la dernière journée. Mais non, il faut recommencer le jeu depuis le début pour pouvoir faire la deuxième fin. Non, tu m'énerves là. Non. Tu étais un petit peu relou là quand même. Et en fait, il y a pas assez de choses qui sont en fait, il pose un plot beaucoup trop mystérieux et n'apporte pas vraiment de réponse satisfaisante. Ça part dans des délires SF un peu fous. Mais il en fait pas grand chose, quoi. C'est une critique de la télé-réalité. Fou, quel courage. Enfin, je veux dire, c'est ça. Bon, c'est un peu dommage, quoi. Mais alors que moi, je trouve que le concept de base est super. Moi, en fait, j'aimerais vraiment que quelqu'un reprenne le concept et réussisse le coup. Ouais. Utilise les erreurs peut-être de The Crash House, qu'il y a quand même des choses pour lui. Moi, j'aime bien la DA. Encore une fois, les lignes de dialogue individuelles, je les trouve super. Il y a quelques situations qui sont fun. Maintenant, j'aimerais bien que quelqu'un arrive et vraiment pousse les potards à fond niveau personnage pour vraiment les faire évoluer au fil des saisons, etc. Limite, les faire partir, les faire revenir avec un changement d'état d'esprit. Je pense qu'il y a un potentiel énorme dans un jeu comme ça. Celui-là n'y arrive pas, échoue un petit peu à des endroits clés, et j'aimerais que quelqu'un d'autre derrière puisse récupérer ses erreurs et en apprenne quelque chose pour faire un vrai jeu de télé-réalité. Ça ou une extension pour les Sims. Ouais, oui. C'est déjà un peu de la télé-réalité, les Sims, finalement. The Crash House, donc édité par Devolver, donc Nerial aux commandes, il est disponible sur Windows et Mac, et il est pour 17 € à peu près. C'est bon, j'ai bon. J'ai un doute sur le Mac, mais j'irai vérifier. Moi, c'était ce qui était marqué. Hein. Ok, non, mais je te fais confiance. Allez, on va sur un des jeux qui est de la rentrée, hein, pour le coup, qui est sorti en septembre. On n'en a pas encore parlé dans Silence on Joue, et on va rattraper ça aujourd'hui parce qu'il vaut vraiment le coup. On va parler de Pirène. J'ai envie de jouer. Vas-y, Lervine. T'as Lervine quand elle meurt, mais quelle angoisse. Il faut pas oui, la c'est laisser terrible, mourir, enfin. Pirène, qui est un jeu. Hop, j'ai mes tout Tiny Dice qui est disponible pour 15 € à peu près. Qui déjà comble ce vide il fallait quand même un jour parler de la mythologie basque pré-romaine, et oui, le jeu vidéo n'en parle pas assez, et j'ai là, cru que t'allais dire il fallait combler ce vide des deck building, et j'allais exploser aussi. Pirène, oui, vous êtes au courant, c'est moi normalement qui ai joué le plus, mais je donne la parole parce qu'on est dans Silence on Joue. Marius. Ouais, mais non, miroir magique, il y a un moment, tu vois, un deck builder, je veux bien que tu me lances sur des trucs. Mais t'as joué à Balatro, c'est bon, t'es au super. Attends. Taquet, t'es au taquet. Allez, vas-y. Donc le jeu s'appelle Pyrénées, parce que Pirène, franchement, j'ai mis des heures avant de piger le truc. C'est quoi? C'est l'histoire d'un petit village qui est attaqué par des monstres. Alors le côté pré-romain, machin, on peut passer complètement à côté, c'est de la fantaisie, c'est la même chose. Il se trouve qu'il y a une fondation derrière, mais bon.
Ce qui est très rigolo, c'est que c'est un jeu de deck building, mais où on ne conserve pas ses decks bien longtemps, que c'est un jeu de deck building, mais qui est narratif et chill, on va dire. Ouais. Enfin, moi, c'est pas un genre que j'affectionne particulièrement, le deck builder. Bah là, trop. Oui, sauf exception, évidemment. Mais celui-là, il y a un côté tellement facile et tellement... Enfin, il est tellement accueillant, en fait. Il ne met du challenge que là où on a envie d'en mettre. En gros, on fait le premier combat avec une archère qui nous explique un petit peu le système de base, où chaque carte, enfin notre personnage qui est une carte, a un nombre de points de vie et qu'on pose sur une autre carte qui est l'adversaire, et à qui on va ôter le nombre de points de vie maximal s'il est inférieur à nous. En gros, l'ennemi est de 9, nous on est 15, on ressort avec 15-9. Voilà. Et on bat l'ennemi si on a plus de vie. Avec des conditions parfois qui s'appliquent en plus. Et on bat l'ennemi en un tour, enfin en un coup, et ça va très vite. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce truc-là n'est qu'un... Comment dire ? Le combat n'est qu'un toute petite partie de chaque... Enfin, un tout petit round d'un truc plus grand, qui est le niveau, dans lequel on circule... C'est-à-dire on va bouger notre carte, il y a une map à chaque affrontement, à chaque niveau, et on va devoir... damier, quoi. On va devoir... En fait, finalement, nous, on a un deck où les cartes vont se poser sur la map petit à petit, et la map, elle a un deck, elle aussi, où il va falloir supprimer tous les monstres qui sont dans le deck de l'endroit où on est. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que avec notre personnage, on va parcourir la zone, et derrière, en fait, quand on va arriver sur une carte, l'endroit où on était va se vider, on ne peut plus y revenir. On est sur une sorte de damier, où on va faire circuler notre carte, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est l'aspect presque topographique dans un deck builder. C'est comme les puzzles dans Zelda où on doit colorer le damier en passant une fois sur chaque case. C'est un peu la même chose. Et en fait, quand on n'a plus de mouvement possible ou quand on veut, on peut passer la nuit, et la nuit va re-remplir toute la carte, et comme ça on va pouvoir vider le deck de la map et arriver jusqu'à l'hôtel, jusqu'à la porte de sortie qui est tout au fond du deck, et donc comme ça aboutir à un trésor, renforcer son deck, etc. Sauf que passer la nuit coûte des ressources. De la nourriture. Il y a Quand plein de on n'a mécaniques, plus de ressources, c'est les points de vie qui diminuent. Mais la façon dont on apprend très vite, je trouve que sa force, en plus de ce côté très accueillant, je trouve que c'est pas non plus mon genre de prédilection, mais il y a un aspect très accueillant, très simple. En fait, il est très, comment dire, il rend tout simple sur un genre qui peut être un peu anxiogène, qui peut, quand on ne connaît pas ou qu'on n'a pas nos habitudes, tout est très chill, très facile. En fait, il décomplexe vachement le joueur Exactement. en poussant à aller très vite. Là où, au premier contact, on se dit, oulala, il va falloir réfléchir, je fais quoi, c'est quoi la meilleure circulation? En fait, très ça vite, va tellement vite, en fait. Non, il suffit juste de repérer un petit peu et non, mais le trajet. Oui, non, parce que moi, le nombre de fois où j'ai fait non, annulé, et c'est trop tard, t'as perdu. Ça manque. Le contrôle Z manque énormément. C'est rigolo aussi. Il y a des moments où je suis mais j'avais pas compris ça, et tu te fais avoir, ou ton Hermine meurt, l'Hermine, putain. Et du coup, c'était trop triste, quoi. Ou alors t'as perdu ta run juste parce que t'avais pas compris un truc, et c'est un peu dommage. Et donc là où le jeu est narratif, et là où il commence à être vraiment intéressant, c'est qu'on commence avec l'archère qui s'appelle Alanaya, et en fait on fait tout un run où il va falloir aller sauver quelqu'un jusqu'au boss, et en fait à la fin du run on est content, on a maîtrisé l'archère. On est content, on a maîtrisé le gameplay de l'archère, et là le jeu nous dit tu vas voir un nouveau personnage avec un nouveau gameplay, et tu vas devoir tout réapprendre. Et il y a ce côté-là, c'était assez marrant, on en parlait l'autre jour avec Marius, mais ce côté-là où il y a cette petite frustration qui est mais moi je veux faire un autre run avec l'archère que je maîtrise, et hop, le jeu te dit non, mais c'est bon, tu maîtrises, allez on passe à autre chose. Surtout que c'est rude, on te file d'abord un personnage très simple, puis ensuite tiens, maintenant il va falloir diviser ton cerveau en deux et avoir deux personnages. Wow. Parce qu'à chaque nouveau personnage correspond de nouvelles mécaniques qui parfois permettent encore de réutiliser les mécaniques qu'on a appris dans le tour suivant. Donc typiquement avec l'archère, on découvre qu'il y a des systèmes de buff avec par exemple, typiquement, on peut construire un build saignement, et on se rend compte qu'en tapant une carte, on provoque des saignements sur toute la carte, enfin, sur toute la map, et c'est extrêmement efficace, totalement jouissif. On roule sur le truc, et le boss où on a pu perdre la première fois, si on le fait avec un bon build, le truc explose et c'est très rigolo, quoi. Et
en switchant de personnage, on perd à moitié cette capacité-là. Et en fait, non, parce qu'au bout d'un moment, tu te rends compte que tu peux le tordre un petit peu différemment avec d'autres mécaniques. Et quand on retrouve c'est un jeu qu'autorise très vite de rouler sur certains trucs. Et je trouve que la direction artistique, au début, peut paraître simpliste, et en fait, elle est très claire. Elle est très limpide. Ah, j'ai trouvé lui pas clair. Moi, si, je trouve que justement. quand même. Je trouve que justement, tu te perds pas dans des tas de stats, etc. Tout est très simple, tout est à l'écran. Oui, justement, je trouve que c'est très lisible. Je trouve lui assez peu clair. Moi, à titre personnel, il a fallu un petit temps pour m'adapter. C'est marrant, moi. Une fois que tu la comprends, ça va, mais il y a plein de petits. Genre, quand tu joues l'Hermine et le druide, là, pour savoir lequel tu es en train de contrôler, mais. Ouais, c'est vrai que c'est insupportable. Mais une petite flèche, je sais pas, quelque chose. Enfin, c'est insupportable. Et il y a plein de petits exemples comme ça. Alors, je les ai pas en tête, mais il y a plein de moments où je fais, là, tu aurais pu mieux faire. Pareil, quand tu es dans ton village, parce qu'on développe son village pour débloquer différentes capacités, etc. En fait, t'as différents bâtiments que tu construis. Tu peux aller sur chaque bâtiment pour augmenter le niveau. Sauf qu'à l'intérieur du bâtiment, il va te mettre des onglets. Donc moi, pendant très longtemps, j'ai cru que c'était les onglets du 10 bâtiment. Ah non, oui, c'est. Et non, en fait, c'est un résumé de tous les bâtiments que tu as déjà construits. Et avant que je comprenne ça, mais il m'a fallu 3-4 parties. Je suis désolé, il n'est pas toujours très clair dans son niveau. Il n'est pas parfait, c'est vrai là-dessus. Moi, j'ai juste. En fait, ce qui est fou, c'est qu'il y a 8 personnages en tout. Il y a 7 villageois et un personnage bonus. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a 8 gameplays vraiment différents, c'est-à-dire qui vraiment modifient le rapport aux cartes, modifient le rapport à l'environnement et ce genre de choses. Et il y a un truc qui est vraiment, pour les amateurs de deck building en tout cas, c'est on sait qu'on va, et t'en as parlé, t'as parlé du saignement, il y a la brûlure, il y a le poison, qui sont en fait des archétypes hyper communs dans tous les deck builders. Et en fait, ils ont rajouté la notion de chance que je trouve vachement subtile, enfin subtile et pas subtile en même temps. C'est-à-dire que en fait, il va orienter les cartes futures sur l'orientation de ton build actuel. Si tu choisis un build de saignement, et ben en fait, plus tu vas avoir de chance, plus il va finalement le rendre de plus en plus fort. Mais pire, il te l'indique. Ouais, il l'indique en plus. Hein, mais tiens, prends ça, c'est mieux. Fais-moi confiance. Ok, d'accord, let's go. Et en fait, c'est ce qui donne un jeu qui est ultra jouissif, parce que en fait, il y a pas un sentiment meilleur que de casser un deck builder, c'est-à-dire d'avoir un truc trop balèze pour gagner une partie de Balatrove. On sait ce que c'est quand on a des bons combos de Joker et ce genre de choses. Sauf que Pyrène, il est parfois un peu trop gentil. Moi, je sais que j'ai fait des runs où à la fin, ça devenait ridicule tellement les combinaisons, vu que c'est basé sur les synergies, et dès qu'il y a des synergies dans un deck building, il est forcément cool. Mais là, il y avait trop de synergies. Mais il est vachement modulable, parce que dès le début, tu peux créer... au début, il te demande de créer un truc qui s'appelle la tour de guet, qui est en gros une espèce de menu de qui permet d'activer soit des amulettes qui facilitent la partie. Typiquement, mourir une fois dans un run permet de revenir juste... On peut revenir juste au tableau d'avant plutôt que de revoir tout refaire. Et à l'inverse, il y a aussi des malus qui sont applicables. Donc la difficulté est très subtile en fait. On peut vraiment avoir des dosages comme ça, des granulaires. Granulaires. Et ben écoutez, c'est évidemment, je pourrais en parler longtemps. Ce qui manque sur la DA quand même, c'est le jeu est. Je suis un peu limité. Le jeu est pas vilain, mais il lui manque ce tout petit truc en plus. Qui rendrait le truc vraiment assez... En fait, j'ai réfléchi longtemps, moi, à ça. Mais en fait, c'est compliqué sur un deck builder de savoir à quel moment la DA peut être... Non, une fois que tu as joué à Wild Frost, tu sais ce que c'est qu'une bonne DA pour un jeu de cartes. Il manque d'un tout petit peu d'identité, un peu de punch, quoi. Je trouve. En fait, c'est un peu l'anti-Wild Frost. Je trouve la DA de Wild Frost plus jolie, mais alors il est pas du tout sympa avec toi, alors que celui-là est très sympa avec toi, et je suis pas convaincu par la DA de Pyrène. C'est un peu l'inverse. Moi, elle m'a porté la DA quand même. Je sais pas, je trouve les monstres hyper reconnaissables. Alors efficace par contre, ça c'est clair, il n'y a pas de problème. Hyper efficace, et elle manque d'identité. Elle manque de punch, quoi, je pense, je suis d'accord. Pyrène est disponible pour 15 € sur PC et Mac, j'ai vérifié. Alors que Crush House, c'est que PC. Désolé. J'étais presque. Allez, avant de continuer, puisqu'on a le temps, pas du tout, mais c'est pas grave, c'est le moment de la minute culturelle. Parce qu'il y a la minute culturelle, évidemment. Lance Balatro, Est-ce que vous êtes prêts elle est beaucoup trop longue d'ailleurs. Mais c'est pas grave. Tu vas le faire avec le public. Mais évidemment, je vais le faire avec le public. Vous êtes prêts.
La question qu'elle est posée par le hippie dans Outer Wilds. Vous connaissez ce jeu, il est formidable. Non. Dans Outer Wilds, qu'arrive-t-il aux planètes et aux autres objets mobiles quand on saute? Quand on saute, Oui. bah, il s'éloigne de toi parce que c'est toi, tu restes au centre et c'est tout le système solaire qui se déplace en vrai, non? C'est ça, c'est exactement ça, bravo. En fait, quand on ne saute pas, c'est l'univers qui saute à notre place. C'est un peu ça. Alors, il y a l'explication, je vous la lis. J'avoue, je comprends rien. Donc, dans ce jeu, la physique est respectée le plus possible. De ce fait, les devs ont dû faire face à pas mal de problèmes dans la gestion des mouvements de tout ce qui est mobile. Notamment, une des limites des maths qui se cache derrière, c'est que les erreurs d'arrondi sont de plus en plus grandes quand on s'éloigne de l'origine des calculs. La solution, pour ne pas faire d'erreur sur les mouvements du joueur où qu'il soit, le mettre continuellement à l'origine. De cette manière, les erreurs ne concerneront que les objets lointains, Qu'on peut mettre à jour de temps en temps. qu'on peut mettre à jour de temps en temps, et seront quasi invisibles pour le joueur, pour lequel la précision de son environnement proche sera maximale. Sauf qu'avec un tel référentiel, il était très galère de coder indépendamment le saut du personnage principal s'il quittait même juste un peu le centre du repère. Pour simplifier tout ça, à chaque saut et même à chaque mouvement en réalité, la gravité est appliquée en sens inverse pour le reste de l'univers. Ouais, c'est ça. J'adore, c'est l'univers qui saute et pas toi. Comme dans Pas mal. l'hémisphère sud, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça, Maurice. Et c'est le moment quand même parce qu'on a encore beaucoup de temps. Donc on va faire un petit peu de jeu qui n'existe pas. Je rappelle le jeu qui n'existe pas. Je vous décris un jeu. Il faut trouver le nom d'un jeu qui n'existe pas. Voilà. C'est ça les règles. Vous allez comprendre dès la première. Vous aurez le droit de jouer quand eux ils ne trouveront pas. Mais normalement cette première ils vont trouver. Dans ce platformer 3D qui n'existe pas, en fait, ce platformer 3D qui n'existe pas est assez difficile à manier parce que le petit robot a mal aux pieds. Astro Boots. Astrobot. Hein? Astroboîte. Des bots. Astroboîte, bravo! Yes. Voilà, vous voyez les dés, Astroboîte, vous voyez? Ok, on continue. Vous avez tous, maintenant vous pouvez jouer. Dans ce jeu d'infiltration qui n'existe pas, vous êtes perdu seul dans un monde ensoleillé, poursuivi par un monstre qui vous tuera si vous cassez les spaghettis avant de les cuire. Pardon? Nous avons une réponse? Italian Isolation. Oui, bravo! Oh. Bravo! Ah, bravo. Italian Isolation. Ah oui. Bravo, Ronald. Italian Isolation. Ok. C'est bon, je l'ai les amis, tout va Tu bien. l'as, t'as la ref je ou, l'ai. Je l'ai. Franchement, la ref, je l'ai. Elle est là. C'est bon. Dans ce jeu qui n'existe pas d'automatisation, vous exploiterez les ressources d'une planète afin de produire tableaux, gravures et sculptures par milliers. Artist Factory. On a sur une piste, mais c'est pas ça. La piste est bonne, hein. La piste est bonne. Est-ce qu'on a une proposition? Ouh là là, on a une proposition. Warhol Factory, Andy Warhol Factory, je sais pas, un truc dans le genre. On s'approche, mais on est plus proche du jeu de mots quand même. Il faut Warhol Factory, ça... Matisse Factory. Oui, bravo. Matisse Factory, c'est très très bien. Et enfin, pour terminer, dans ce jeu qui n'existe pas, vous êtes en voyage initiatique et vous devez atteindre le haut d'une montagne. Pour cela, vous devrez traverser des déserts, des grottes, des étendues enneigées. Cependant, votre voyage est long et périlleux à cause de mystérieux changements de luminosité et de température. Celui-là, il est tiré par les cheveux. Mais... Celsius. Wow. Il faut trouver le jeu qui existe, hein, le truc. Bah, c'est Céleste, j'imagine. Non, pas du tout. Ah ouais, c'est pas Céleste. Journée. Ouais. Ah. À cause de la température. De changement de luminosité et de température. Il est tellement... Journée. Il aurait été bien. Hein. Joule Linux. Je sais pas. Shirley Linux. C'est jour-nuit. Ah, oh là là. Ah ouais, tout simplement. Ah oui, bah, peut-être quelqu'un l'avait. Non, vous l'aviez pas? Journée. Ah, il y avait... Ah, c'est dommage, c'est dommage. Il y avait une bonne réponse et on croit le public sur parole. Ah oui, moi. Donc voilà. Eh bien, écoutez, c'est le moment, je pense qu'on ne... Je sais plus si on est dans les temps ou pas, mais bon, ça va le faire. On n'en a pas assez parlé en 2023. On n'en a pas assez parlé en 2022. On n'en a pas assez parlé en 2024. On va parler
de Baldur's Gate 3. Pourquoi on parle de Baldur's Gate 3 ? Parce que, on a une bonne raison quand même, c'est le dernier patch. Demandé, hein. Oui, parce que c'est le dernier patch qui est sorti, c'est-à-dire finalement en septembre, il y a eu les adieux de l'Ariane à Baldur's Gate 3, on va donc en parler. How would you feel about helping me kill some evil bastards? Blackith blesses me this day. Together, we might survive. I'll enjoy watching you try. In mere moments, all that you have dreaded will come to pass. When the screaming stops and your mind is gone, the rest, perhaps, is silence. Ça a l'air bien ce jeu. C'est pas mal, ouais. Ouais, ça a l'air bien. Baldur's Gate 3, oui, on en parle parce que tu l'avais déjà évoqué dans Silence on Joue, mais il y a vraiment le dernier patch historique fait par l'Ariane, donc qui, 1 an après la sortie du jeu, finalement, qui signe un peu les adieux de l'Ariane à Baldur's Gate 3. Est-ce que ça va signer les adieux de Marius Chapuis à Baldur's Gate 3 ? Ça, seul le futur pourra le dire, parce que pour l'instant... Écoute, là, ça m'a fait plaisir, parce que pendant quelques jours, j'ai pu rejouer à Baldur en me disant, c'est pour le travail. À ton service. Hein. Voilà. Donc, trouve des excuses. Ce patch 7, il était intéressant parce que il devait rajouter du contenu narratif dans le jeu, en installant, en épaississant un petit peu la version qui est finalement la plus intéressante du jeu. Qui est on joue le méchant, c'est ça ? Voilà, le Dark Urge qui raconte la vraie suite de des Baldur's Gate précédents, en revenant sur l'histoire des rejetons de balles. Ça, quelque part, c'est presque l'aspect le plus décevant, je trouve, de ce patch, dans la mesure où moi, j'espérais vraiment qu'ils allaient épaissir toute l'intrigue autour de ce truc-là et en rajouter, nourrir toute l'aventure, donc qui est quand même en ligne droite, ça fait une bonne petite trentaine d'heures. Ouais. En ligne droite, hein, moi, ce serait... Ouais, enfin, qu'on connaît bien, quoi. Ouais. Mais finalement, non, c'est vraiment juste quelques scènes de fin qui sont nombreuses, mais ça change pas du tout le jeu. Par contre, effectivement, l'introduction du modding sous une version officielle, ça, je trouve que c'est formidable parce que ça rajoute... Pour le coup, moi, j'ai passé l'été à jouer sur la version modée non officielle. Donc sur Nexus, c'est-à-dire qu'il était possible de modder le jeu, mais c'était pas autorisé. Comme n'importe quel jeu, tu peux le modder en utilisant des outils hors développeur. Quoi. Ouais. Là, tu charges les mods dans l'interface même du jeu, c'est ça ? Avec, avec le patch 7, il y a un onglet au début du jeu qui te renvoie vers un tableau dans lequel tu retrouves tout un tas de mods validés du coup par l'éditeur, qui ont été validés par l'éditeur, qui ont un premier cut pour le PC et après un deuxième pour la console, parce que visiblement c'est un petit peu plus compliqué pour faire valider les trucs. D'abord, l'outil était un peu décevant parce que quand le patch est arrivé, le nombre de mods était vraiment très très réduit par rapport à ce qui se faisait sur Nexus. C'est quoi les mods, pardon, sur Baldur's Gate ? Il y en a, mais non, mais en gros, c'est quoi les mods les plus incontournables ? Les trucs les plus intéressants en termes de gameplay, ça va être l'ajout de classes et de sous-classes qui, pour le coup, rajoutent vraiment de la profondeur au jeu. Vu que le matériau de base, c'est Donjons et Dragons, tu as tout un tas de livres de Donjons et Dragons avec des classes et des sous-classes et des trucs spécifiques. Que les fans intègrent. Qui sont intégrés, adaptés au jeu et qui sont pour certaines vraiment très très bien, qui auraient mérité d'être non seulement dans la version... mais je pense que ça peut faire partie des trucs les plus joués, en fait. Un truc comme le Blade Singer qui permet de jouer magicien plus épée, c'est génialissime. Enfin, c'est super drôle, les combos qu'on peut faire avec. Donc ça, c'est vraiment... toute une partie qui est super riche de gameplay. Tu as aussi tout un tas de sorts, de sortilèges qui n'ont pas été... parce que le jeu de base doit avoir 200 ou 300 sorts, mais dans Donjons et Dragons 5e, on a encore plus que ça. Et donc, du coup, ils en ont rajouté plein, certains qui sont vraiment franchement inutiles, et d'autres qui cassent le jeu, mais c'est rigolo, parce que quand tu commences à modder les trucs, en fait, le jeu, tu le connais, et tu y vas pour aller provoquer des trucs différents, quoi. Et il y a une série de modes qui jouent sur l'interface aussi, qui vont permettre de dézoomer un peu plus. Voilà, tu as des trucs de qualité de vie sur l'interface, sur des trucs aussi bêtes que l'inventaire, qui n'est pas forcément hyper pratique, sur les sacs. Enfin, le fait de pouvoir trier je sais pas, les armures, les bottes, les machins, tous les trucs qu'on se trimballe, où on a 4000
4000 trucs dans son sac. Au bout d'un moment, c'est un enfer de trier, de trouver le truc. Ça, c'est juste de faciliter la vie des gens. Et puis après, tu as tout l'aspect vraiment Barbie, quoi, où tu t'amuses à peinturlurer tes personnages, à peinturlurer le décor. Enfin, pas le décor, mais les PNJ, où tu peux changer les visages des trucs. Tu peux piquer les visages des PNJ pour les créer toi. Enfin, il y a des créations de scénarios aussi. Alors non, maps, et ça c'est le seul truc. En gros, l'Ariane avait la tradition de... Enfin, dans ses Divinity, il y avait des éditeurs de campagne. Ouais. Et là, on comprenait bien qu'avec la licence Donjons et Dragons, avec derrière Wizard of the Coast, avec derrière Hasbro, on n'est pas vraiment dans le camp des gentils qui aiment offrir des outils à disposition. Mais, et c'est peut-être ça le plus bel héritage de ce patch 7, il se trouve que quand le patch est tombé, les modeurs ont réussi à accéder à la clé donnant accès à l'éditeur de niveau, en fait. Wow. Le truc qu'ils n'arrivaient pas à casser depuis le début. Et depuis maintenant, je sais pas, 2 mois, 1 mois et demi, des gens, enfin des modeurs travaillent. Alors là, pour le coup, c'est totalement inofficiel. Non officiel, non officiel, et ça n'arrivera pas sur console, ça n'arrivera pas via l'éditeur de Baldur, mais ils commencent à développer non seulement des vrais niveaux, quoi. Il y a tout un pan de... C'était Neverwinter Nights qui faisait ça un peu à l'époque, d'éditeur de niveau, non ? Bah, il y a eu ça sur pas mal de jeux Larian, en tout cas. Il y avait des éditeurs de campagne où tu pouvais créer du contenu, rajouter des espaces scénaristiques et tout. Et là, on savait que ça ne viendrait pas. Mais là, ils sont en train de... Il y a des teams de modeurs qui sont en train de créer la Vernus. Et la question, c'est est-ce que l'Ariane a fait ça plus ou moins volontairement, un peu sans... On ne sait pas. On ne saura jamais. Probablement que non, parce que sinon, ils auraient des problèmes. Mais en tout cas, il se trouve que c'est tombé, que la clé de chiffrement de ces trucs-là a été cassée pile au moment où le patch 7 arrivait. Et donc, ce patch 7, ça relance... c'est vraiment En gros, c'est quoi ? C'est l'arrivée des mods sur console, pour le coup, officiel. Ouais. C'est ça. Ce qui est rare, mais ce qui n'est pas une première. Mais en gros, quand on a aimé le jeu, c'est quand même un jeu qui appelle à être fait. Ouais. Enfin, vraiment, je pense, quand on l'a fini une première fois, on peut très facilement voir à quel point l'aventure est modulable et les façons de se l'approprier varient en fonction de son style de jeu et des choix qu'on fait. Et ne serait-ce que offrir une vraie version un petit peu plus densifiée, un peu plus épaisse sur le Dark Urge, et en plus tout l'aspect presque Barbie. Enfin, moi, je m'amuse beaucoup avec mes petits personnages en leur changeant les coiffures, les machins. C'est bête, mais vu que tu passes 30 heures avec ces personnages-là, ou même d'avoir des triches, en fait, parce que moi, j'y joue de façon un peu... dur, mais on n'est pas obligé du tout de se l'approprier comme ça. Et il y a des façons, par exemple, il y a des patchs, des mods qui permettent d'accélérer juste la prise d'XP et du coup de devenir très vite assez fort et de plus avoir un vrai... on peut passer challenge, on peut passer les niveaux plus en dilettante et s'amuser avec ces personnages, ces histoires, comment visiter le truc sans forcément se prendre la tête sur des gros combats qui peuvent durer une demi-heure parfois, tu vois. Et ce que je disais en introduction, là où c'est important ce patch 7, c'est que c'est les adieux de l'Ariane. C'est le dernier patch. Et on sait que l'Ariane ne travaillera pas sur un Baldur's Gate 4. Donc c'est vraiment... ça y est, on a fini, le jeu est à vous. En vrai, ça fait un moment qu'on attend... depuis le moment où ils ont dit qu'ils ne feraient pas la suite et qu'on n'aurait pas de contenu additionnel, les adieux, ils étaient consommés. Là, ils nous filent les outils un peu pour jouer comme on veut, de façon plus facile. Pour tous les gens qui n'ont pas envie de mettre la main dans Nexus et compagnie, c'est un moyen très facile de modder son jeu. Après, en vrai, les adieux de l'Ariane, on attend surtout la suite, quoi. Ouais. On sait quand on aura des nouvelles ou... Non, mais ils ont déjà dit que qu'ils avaient 2 projets, un petit et un gros, et que le petit qui devait sortir plus tôt est en train d'enfler de façon dangereuse. Sans blague. et du coup, ils se reconcentrent un petit peu sur celui-là avant de... Baldur's Gate 3, il est toujours disponible pour 60 € sur PC, 70 € sur PS5. Qui a joué à Baldur's Gate 3 ici ? Quand même. C'est tout. Non, quand même. C'est quand même pas mal. Il est sur Xbox aussi. Il est sur Xbox. J'ai dit juste PlayStation ? Ah oui, non, sur Xbox, sur console. Enfin, sauf sur Switch, quoi. Il est pas sur... Ah non. Il est même sur Stadia.
Ça n'existe plus. Mais il l'était. Voilà. Et d'ailleurs, il était annoncé à l'origine, c'était exclu Stadia, on s'en souvient. Oui. Et on va terminer cette émission. Alors, petit aparté, on fait dans les conditions d'enregistrement comme d'hab. On fait comme d'hab, même si... C'est faux, c'est beaucoup plus court que d'habitude. Normalement, c'est vrai. À ce niveau-là. Donc, en fait, à un moment, je vais dire au revoir, mais partez pas, parce qu'il y aura l'enregistrement de la bande-annonce après. Ouais, voilà. Toujours, dans la foulée. Voilà, comme ça. Il y a un dernier jeu, non? Mais bien sûr, il y a un dernier jeu, mais je préviens avant. Non, je sais pas, t'es en mode on s'en va, c'est bon. Mais oui, Marius, c'est l'heure de la minute culturelle maintenant. Est-ce que tu peux suivre un petit peu? Et on avait raté un jeu, alors là, c'est même pas un jeu de l'été. Non. Mais on avait raté un jeu important, un jeu qui fera date. Un jeu, je sais même pas comment on a pu passer à côté. C'est ça le vrai mystère. Mais c'est réparé. On va enfin, et je sais que vous vous posiez tous la question, toutes et tous la question, pourquoi Silence on joue, on n'en a pas parlé. Y a-t-il une omerta sur ce jeu? On va parler de Arctic Eggs. Alors le problème c'est qu'on a tout vu. Corentin, merci. Il n'y avait pas de problème. Merci. Non mais merci, franchement, j'aurais pu passer totalement à côté de ce jeu. Je pense qu'il faut d'abord mettre en place le contexte narratif. On va aller par étapes, parce que... Narratif du podcast ou du jeu? Arctic Eggs. On est un prisonnier, a priori en Arctique, d'après le jeu. Et puis, apparemment, on vient de sortir de prison, ou je sais pas quoi. Et puis, on nous demande de remplacer le précédent cuisinier, en fait, le précédent cuisinier, le poultry prepper, je crois qu'ils disent en anglais. Il n'y a pas de version française, malheureusement. Il y a plein de langues, mais pas le français, c'est bien dommage. Donc on est là et on se fait immédiatement... Enfin, on est dans ce poulailler, là, au début, avec tous les poulets en cage. Et on nous dit, c'est vous le nouveau poultry prepper? Et tu fais, j'imagine. Et c'est un soldat. Et il nous dit, vas-y, fais-moi un œuf. Et du coup, t'es là avec ta petite poêle. Et puis, on t'explique... alors, il est gentil, le soldat, il t'explique comment faire. Donc, alors avec la roulette, tu peux changer la sensibilité de la poêle. Et puis, pour que ton œuf il cuise, il faut quand même qu'il bouge sur la poêle. Donc, il faut faire bouger l'œuf comme ça. Et au bout d'un moment, il cuit d'un côté. Et en fait, comme ils sont très bizarres dans cette prison, il faut le faire des deux côtés. C'est ça. Donc, c'est important, c'est important de cuire l'œuf des deux côtés. C'est un peu choquant, mais... Donc avec son poignet d'une dextérité incroyable, on va faire un petit coup de poignet. Évidemment, ça se passe très mal et l'œuf part retourner voir ses géniteurs dans les cages. Et on nous en remet un autre pour commencer autant qu'on veut. C'est pas un problème. Au bout d'un moment, on finit quand même par avoir le petit coup de poignet. Pas mal pour... Parce que tous jouent à la souris, on est vraiment en analogique. Tous jouent entièrement. On peut y jouer à la manette, je n'ai pas essayé, mais je sais que c'est possible. Et voilà, et le mec nous dit, c'est bien, il est bien ton œuf, il est bien, vas-y, sors. Et va nourrir le monde. Et du coup, tu sors et tu te rends compte que tu es dans une espèce de station arctique avec plein de gens hauts en couleur, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ils ont tous la dalle, ou une bonne partie à la dalle, et ils ont tous des trucs à te dire. Ouais. Est-ce que ça a du sens ce qu'ils ont à te dire? Non. Pas toujours gagné, mais ils ont tous des trucs à te dire. On est à la limite de la poésie contemporaine, parfois. Des fois, c'est des petites tranches de vie complètement folles, où les mecs te parlent du beau temps, ils ont surtout des goûts et ils ont des goûts incroyables, parce qu'au début là, tu fais ton œuf et puis vite, vous avez pu le voir dans la bande-annonce, on t'explique que moi j'aime bien faire cuire mon œuf avec une clope parce que ça lui donne un goût spécial et tout. Déjà, quand t'annonces ça, oui. Écoutez, vous avez essayé, donc arrêtez de juger s'il vous plaît un petit peu. Et donc en fait la clope, du coup elle va se consommer dans votre poêle et si jamais la clope est consommée, en fait c'est un timer en fait votre clope. c'est juste ça. Donc si jamais votre œuf ou la clope tombe, ou alors si jamais la clope est consommée,
consommez dans votre poêle, vous avez perdu. Puis vous allez parler à d'autres gens, on va vous demander 2 œufs, et puis 2 œufs et une clope, et puis un œuf et 6 clopes, et puis il y a un 4 œufs et 2 tranches de bacon avec un œuf et une saucisse. clope et avec une boîte de sardines à l'huile aussi. C'est trop bien. Mais la boîte est entière, c'est-à-dire qu'on te met la boîte. Normalement, elle explose avec les sardines qui sortent. Il faut cuire les sardines individuellement. Donc le mieux, c'est encore de retourner la boîte de sardines pour que les sardines touchent la poêle. Puis à un moment donné, on va te mettre une bière. Genre la bouteille. Il faut la garder debout parce que si jamais elle tombe, t'as tout le liquide qui dégoule. Alors c'est bon, elle a le droit de tomber, mais il faut pas que le liquide sorte de la poêle. Donc il vaut mieux la garder debout. Sauf que retourner un œuf en laissant la poêle, la bière debout, bon courage quoi. Puis à un moment donné, t'as un soldat qui va faire moi j'adore rajouter des conneries, mais t'es pas obligé de les garder dans la poêle. Hein. Et en fait, pendant que t'es en train de cuire ton œuf, il balance des munitions de flingue dans ta poêle. Elles explosent et donc ton œuf va le dingue. Enfin bon. Ça peut aller très loin, je vais pas vous spoiler toutes les formidables découvertes culinaires dignes de Top Chef que ce jeu a en réserve, mais c'est très drôle. Très Marius, très drôle. Patrick. Moi, c'est l'univers qui m'a scotché tout de suite. Enfin, il y a clairement du Metal Gear Solid. Je trouve, totalement. Très PlayStation 1 et clairement. Le design PlayStation 1, on en avait parlé. Le grand retour, PlayStation 1. Moi, j'adore c'est PlayStation 1 plus quand même. Quand on voit la modélisation des persos, mais j'adore ce côté un peu presque naïf, les textures un peu dérangeantes même. Les personnages dans leurs propos sont étranges. On est dans un monde. Non, mais on est dans un monde très étrange. Mais j'ai adoré tout de suite ce référentiel Metal Gear Solid. Ne serait-ce que on l'a un petit peu vu dans la bande-annonce, mais même le titre, la titraille, la police de caractère, c'est Metal Gear Solid et qui nous emmène dans cet univers. Alors après, souris en main, c'est vrai qu'il faut se débrouiller. C'est vrai qu'il faut prendre le coup, c'est pas évident. C'est vrai que moi, j'ai vraiment eu un cap. C'est les 2 tranches de bacon qui m'ont traumatisé en fait. Et autant les œufs, bon ça va, on les retourne. C'est vrai que le passage qu'on voyait dans la bande-annonce avec les 2 tranches de bacon, où là on se dit, là vraiment il y a un pic de difficulté, parce qu'il faut réussir à les retourner. Alors ça paraît idiot quand on en parle comme ça, mais ça fonctionne. C'est vrai qu'il y a une ambiance. Incroyable. Il y a une ambiance très très étrange, moi qui me rappelle vraiment les années. Enfin, ça fait jeu très des années 2000. Je trouve avec cet univers comme ça, science-fiction, très, je sais pas, Nomad Soul, très. Moi, je te parlais tout à l'heure de Half-Life Cooking. Oui, vraiment il y a vraiment ce côté. C'est le jeu qu'on n'attendait pas. Non, on l'attendait pas lui, c'est sûr. Mais et en fait, moi, le truc j'avais le ressenti des odeurs en fait. Il y a le bruit, c'est vrai de la sound design de la friture. La friture, et t'as quasiment ce stimuli de l'odeur qui n'est pas là, mais que tu ressens quasiment devant ton écran tellement. J'avais faim, moi. Mais clairement. Bon, pas quand on mettait des clopes, bien sûr. Des clopes, ça donne envie de cloper, toi, bien sûr. Mais moi, oui, je suis totalement d'accord avec toi sur l'univers. Je pense que le world building est certainement un des points les plus forts, alors que c'est pas du tout là où on l'attend le jeu. Hein. Nous, on s'attend à un Parce que c'est un jeu de gameplay. En fait, c'est un jeu. Le seul truc, c'est qu'ils ont réussi à faire un gameplay de poêle à frire. Ouais, faut le voilà. faire. J'ai un gameplay de poêle à frire. Si je faisais un jeu semi-réaliste, parce que oui, semi-réaliste, mais ça marche pas tout seul. Il faut oser en général. D'hyper-simulation un peu façon, un peu coop ou ces trucs-là. Ouais, Surgeon Simulator. Oui, voilà, exactement. Ce genre de choses. Ouais. Mais visuellement, ça fonctionne bien. Je trouve le rendu de la poêle, comment on la retourne. Enfin, il y a vraiment une sensation de tenir l'objet. On a même le thermopatch au milieu là. On voit que c'est une Tefal. C'est incroyable. Moi, je trouve ça super. Non, mais il y a ce côté en fait, comme on est dans cet esprit un peu l'Opoly PlayStation /DS, en fait, notre cerveau vient combler le reste en fait qui manque en termes de réalisme et de précision graphique, ce qui fait qu'on a vraiment le sentiment d'un réalisme qui n'existe pas. Ouais. C'est très très bizarre comme sensation, mais ça marche. C'est une espèce de, vous savez, en fait, je pense que c'est le mécanisme qu'on a quand on embellit les jeux qu'on a joués il y a très longtemps, mais sauf que c'est sur le jeu immédiat qu'on joue tout de suite. Et par exemple, la friture est représentée par des petits pixels blancs autour de la nourriture, et ça fonctionne super bien parce que c'est un repère de cuisson en fait qui nous aide. On sait que ça fonctionne dès qu'on bouge. Moi, j'adore le look des personnages en fait. Ils jouent de ces limitations polygonales de l'époque, mais pour leur donner des tronches. Ils ont vraiment ça pulse les. Ah, mais ils sont incroyables. Je trouve qu'ils ont vraiment des têtes, des visages absolument incroyables. Et ils jouent très bien de ça en fait. Et même, honnêtement, les textes sont cool. Ils sont à la fois drôles. Ils sont étonnamment drôles. Ils sont à la fois drôles, non sans cesse, ils sont poétiques. Moi, je les trouve souvent assez poétiques. Il y a une mélancolie. Il y a une vraie mélancolie. En fait, c'est vraiment la vie de tous les jours. Il y a un côté atmosphère de ce jeu qui est immédiat. Et tu sais, là, dans la bande-annonce, la dernière fois, on parlait de qu'est-ce qui vous avait bien mis dans une immersion. Et moi, je t'avais parlé de l'ambiance sonore. Ce jeu-là me met complètement
complètement dans l'ambiance. Ça pourrait franchement être un cauchemar en fait que tu ferais. Tu peux complètement envisager de te retrouver comme ça dans cette base où tu comprends pas trop ce qu'ils veulent. Ouais, mais c'est un cauchemar cosy. C'est un cauchemar cosy. Ah oui, mais c'est un bon cauchemar. Je sais pas comment ils ont réussi. Les mecs ils dorment dans les poubelles. Tu vas dans des chiottes d'une boîte de nuit. Mais j'ai fait tomber mon truc dans les chiottes. Tu peux aller dans les chiottes récupérer mon truc. Et toi tu vas gaiement, il y a pas de problème. T'es là pour aider, tu vois. Et non mais c'est incroyable et c'est très cosy. Et la musique. La musique incroyable, c'est une espèce de jazz fusion, lofi pour chiller et travailler, vraiment incroyable. Donc j'ai noté, c'est Cameron Ginex, le nom. Tout est sur Spotify et sur les plateformes d'écoute si vous voulez écouter la musique. Mais moi je l'écoute, elle est vraiment apaisante cette musique-là. C'est super. Non, en fait, c'est vraiment un full package ce jeu-là. Et puis c'est pas très long, ça dure. Full package. Bah oui, non, mais c'est vrai. Tout est. Non mais tu t'attends au début à un jeu idiot d'hypersimulation. Oui, mais en fait, ça ressemble à un jeu de streamer. Et en fait, c'est plus. Et pas tant que ça en fait. Un petit peu quand même. Un petit peu quand même. C'était un peu dans la lignée Buckshot Roulette dont on avait parlé. Mais Buckshot Roulette est aussi, je trouve, un jeu d'ambiance, un jeu de tout ça. Mais oui, c'est ça, mais c'est plus. Moi, il vient en moi un petit peu. Tu as une poêle à frire en toi. Et je me pose maintenant désormais toujours cette question, est-il possible de faire cuire des œufs sur le sommet du mont Everest? Je demanderai à Inoxtag si c'est possible. La prochaine fois, je lui demanderai. Merci Corentin. C'était Artigex qui est disponible pour une dizaine d'euros sur PC. Voilà. Ouais, c'est ça, PC Mac. Cette fois, c'est PC Mac. Et c'est un jeu Godot. C'est un jeu Godot. C'est un jeu Godot. Mais alors, il faut le dire. Il faut le dire quand c'est un jeu Godot. Écoutez, normalement, on termine cette émission avec la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, sauf que vous allez y échapper parce qu'on ne va pas faire de questions rituelles aujourd'hui, parce qu'on en a fait une jeudi dernier, on va en faire une jeudi qui vient, et quand on joue pas, on n'a pas une infinité de trucs. Je sais pas vous, mais moi, j'avais aucune idée. Moi, je l'ai pas fait jeudi dernier. Ouais, mais toi, t'as de la marge, t'as séché. Moi aussi, je l'ai pas fait jeudi dernier. Ça va, arrêtez. Mais c'est pas grave. En tout cas, merci à l'équipe de Pod Paris, de Pod Rennes, de nous avoir accueillis. Restez pour la bande-annonce. Mais on se retrouve donc très très bientôt pour parler de jeux vidéo sur libération.fr et sur les internets. Ciao. Ciao. Bonjour. C'est la tradition, on commence les bandes annonces en parlant du temps. Vous avez remarqué comment à chaque fois on commence, j'allais dire un gros mot, mais en parlant du temps, et là on est... Le temps et la fin. C'est quoi, c'est 15 minutes de retard, c'est ça? Mais on est totalement, on est pile. Ah, on est pile? Mais oui. C'est ouf. J'ai gardé, je m'étais dit, on arrive, on commence la bande annonce à 45-46. Regardez où on en est. Du coup, on peut faire une petite demi-heure sur la bande-annonce, du coup. Mais non, on a un quart d'heure, c'est bon. C'est bon. On n'a pas le bonus retard, on peut pas l'utiliser? Si, mais ça, il faut pas le dire. D'accord. Donc voilà, tout s'est bien passé. L'équipe de Pod Rennes était... Parfait. C'est vrai, c'était formidable. Alors, normalement aussi, on fait pas la tradition, on n'a pas fait. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi? J'ai senti qu'il y avait de la déception dans la salle. Bon, c'est pas grave. On peut le faire. On peut le faire maintenant en bande-annonce. Ouais, on sabote ta bande-annonce, c'est bien. Allez-y, à saboter. Allez, vas-y, Marius. Non, on est en bande-annonce, faut pas déconner. Il ose pas. Bande-annonce. Non, mais c'est très discipliné, hein, contrairement aux apparences. Non, ce podcast. Parce qu'il voit que les gens le regardent quand il est tout seul chez lui, il ose plus. La question de la bande-annonce, alors historiquement, tout ça, je prends une question sur le Discord, mais vu que, encore une fois, on a préparé ça un peu en avance, un peu en amont, tout ça, donc j'ai pas pris une question du Discord. J'avais eu une idée de question qui a totalement déstabilisé les gens. Ils vont me dire après, non mais continue à prendre les questions sur le Discord, tes questions, on n'en peut plus. Donc la question de la bande-annonce aujourd'hui, c'est selon vous, quel est le plus grand des petits jeux? Ah mais on va vraiment le faire, ça? Ouais, alors, ça va être à vous après. Alors, ceux qui ont des idées, tout ça, n'hésitez pas, réfléchissez, parce que la question est profonde, la question, pas du tout. Hein. Je rappelle que la bande-annonce, c'est des mots, je les mets à la suite, ça fait une phrase, après vous interprétez ça comme vous voulez, mais selon toi, Corentin, quel est le plus grand des petits jeux? C'est Short Hike, je pense. Hein. C'est le plus... En fait, c'est le rapport petit-grand le
le plus intéressant que je connaisse, il me semble. Hein. Donc A Short Hike, qui est sorti en 2019, qui est donc ce jeu où on incarne, bon, tout le monde connaît The Short Hike dans la salle. Qui a joué à The Short Hike dans le public? Oui. Voilà, il y a quand même pas mal de monde. Bravo. Mais je vais quand même rappeler ce que c'est. Il y a plus A Short Hike que de Baldur's Gate 3. Et bravo à tous, vous êtes des adultes qui avaient des vies bien occupées. Reste ici, Marius, ne pars pas. Donc A Short Hike, moi j'ai toujours tendance à le définir comme étant un Breath of the Wild de poche, un petit peu, où on incarne un petit oiseau, une petite oiselle, je sais pas comment on dit le féminin de oiseau, mais voilà. Claire, je crois qu'elle s'appelle, c'est ça, Claire, le nom de l'oiseau? Je l'ai pas là parce que j'ai fait, mais il y a... En plus, ma fille l'a fini récemment, mais ouais. En même temps, c'est super à donner aux enfants aussi. Ouais. Et on doit monter en haut d'une montagne parce qu'on est en vacances sur une petite île, voilà, où il y a une montagne au milieu, et on a besoin de réseau, bien sûr. Son téléphone ne capte pas, et le seul endroit où il y a du réseau, c'est au sommet de la montagne. Encore un jeu avec des montagnes. C'est fou. On l'a fait ça en bande-annonce. Ah oui, le jeu avec une montagne, mais j'ai peut-être déjà répondu à Short Hike, c'est pas impossible. Et donc on peut grimper, on peut planer, mais il y a de l'endurance, on récupère des plumes, ça va très vite. Ça peut se boucler en 1 heure si on va très vite. Souvent ça se boucle en plus longtemps parce qu'on va parler à tout le monde. Parce qu'on est un petit peu il faut parler à tout le monde dans Short Hike. On est dans un centre de vacances un petit peu, donc tout le monde est un peu en vacances, tout le monde est un peu détendu. Il y en a qui vont faire du jogging, il y en a qui veulent creuser des trous, il y en a qui veulent se prendre pour des super-héros, il y en a qui veulent conduire des bateaux, ils veulent tous faire des trucs. Et c'est adorable, c'est extrêmement bien écrit. On est encore dans cette 3D low poly avec des textures très pixelisées, presque DS. Hein, moi, c'est comme ça que je le définissais, parce qu'en plus, il y avait ce brouillard là très spécifique à la DS qui est très présent dans Short Hike. Et maintenant, c'est disponible partout. Il a bien vécu ce petit jeu. Je suis très content qu'il ait eu le succès qu'il ait connu. C'est clair. Il le mérite amplement. Et si vous n'avez pas encore joué au Short Hike, honnêtement, c'est pas longtemps de votre vie. Et c'est beau. Ce que vous allez en gagner c'est beau quand même. Ça vaut complètement le coup. Ça vaut l'heure, 2 heures, 3 heures de jeu que le jeu vous demande. Voilà. Marius. Je retrouve plus ma réponse. Du coup, c'est qu'elle n'était pas vraiment importante. Non, vraiment. Je vais vous reparler de Baldur's Gate. Du coup, je vais faire ma réponse de cœur qui n'a aucun sens, qui vous aidera en rien. On n'est pas là pour aider les gens. Ce sont les meilleurs en général, celles-là. C'est 2048. J'avais un 2048 pour mon téléphone qui était parfait. Qui était un 2048 qui était rapide à déplacer, qui avait un jeu de couleurs, les dalles qui se superposaient. Je les aimais du fond du cœur. Et ils l'ont désactivé sur Google. Sur Android, et je suis dégoûté. Et du coup, voilà, je ne suis que malheur quand j'ai mon téléphone et que je me dis « Ah, je jouerais bien un truc », alors qu'en vrai, je sais que je veux jouer que à ça. Et même en achetant Balatro, ça ne compense pas. Tu vas pouvoir jouer à Threes, le jeu qui a été pompé pour faire 2048. Ouais, mais c'était pas tellement 2048. C'était vraiment le mélange de couleurs, de souplesse, de trucs, où c'était même plus du jeu. C'était juste les doigts qui travaillaient tout seuls pendant le métro. Et c'était parfait. D'accord. Une expérience parfaite que je ne retrouve pas. Un 2048 parfait qui a disparu aujourd'hui. Voilà, c'est terrible. Je suis sûr qu'il n'y a aucun clone de 2048 sur... J'en ai essayé plusieurs, ils sont pas bien, ils sont trop raides, ils sont trop gris. Ça se joue à rien. Hein. Ça se joue à rien. Non, tout est dans les... Ça se joue à rien de jouer à rien, quoi, un petit peu. C'est ça. Ouais, je comprends bien l'idée. Patrick. Moi, je pense que je suis proche de Marius. Moi, je pense à un jeu qui ressemble pas à grand chose que tu as sur ton PC dans un coin et qui en fait a fait un carton. Je pensais au Démineur par exemple. Wow. Démineur. Démineur. Waouh. Démineur. Mais évidemment. Mais à la surprise même de Microsoft. Hein. Je crois qu'à la surprise même de Microsoft, ils ont été complètement stupéfaits du succès de ce jeu tout simple et qui était toujours dans un coin d'écran. Et je crois qu'il est plus en Windows aujourd'hui. Je sais plus s'il est encore intégré dans les derniers. Il y avait un bail il voulait faire une version free-to-play comme le Solitaire. Je suis pas certain, mais pendant des années, il était intégré et il a eu cette popularité un petit peu. Moi, c'est un jeu important dans ma vie. Hein. J'ai passé énormément de temps. Et pour moi, c'est la définition du jeu d'une simplicité où tu joues en pensant à autre chose, mais qui est toujours là et qui a eu vraiment une aura très particulière. Écoute, ça passe. Moi, tant mieux, parce que... Non. De toute façon, tout passe. Hein, c'est ça, ou Deadly Premonition, mais je crois que ça passait pas, là. Ça rentrait pas. Ça passait pas. Un petit peu tiré par les cheveux. Sinon, c'est Doom, mais ça passait pas non plus. Non, ça passe pas non plus. On reste c'est un sur le petit jeu, on peut le faire tourner sur des tests de grossesse, donc techniquement... Oui, sur à peu près ça. C'est le défi. Moi, j'avais plein... Je suis parti dans toutes les directions. Alors, j'ai peur, je vous laisse... Mais il y avait Frog Detective qui rentrait le truc. Voilà, c'était ça. Il y avait...
Florence qui avait ce côté un peu petit Wow, jeu, qui était vachement cool. Enfin, Ouais. qui était vachement cool. Fait par un mec très cool en plus, qui a pas du tout été. cible. Ouais, alors oui, après, d'accord, ok. Non, mais c'est vrai, t'as raison, il faut le rappeler. Il faut le rappeler. ouais. T'as entièrement raison. Il y avait ce jeu sorti de nulle part qui nous avait tous coachés, qui était If on a Winter's Night for Travelers, qui était vraiment, pour le coup, une claque signée Laura Hunt. Et qu'est-ce que j'avais ? Ah oui, et j'avais un petit jeu, mais j'avais pas assez de souvenirs de ce qu'il m'avait fait à l'époque, mais je sais que j'avais adoré, c'était I Wish I Were the Moon, qui était un petit jeu flash. Ah oui, les photos. Voilà, les photos sur Super, une barque avec la lune et un oiseau qui passe et deux amoureux comme ça. Enfin, il était vraiment incroyable. Oh, la belle période Newgrounds, Armor Games, Totalement Congregate. Newgrounds, mais incroyable. On peut encore y jouer, en plus j'ai testé avant. tout à fait. Mais celui que je laisserai dans cette catégorie, parce qu'il est vraiment grand, ne serait-ce que par les chiffres qu'il manipule, c'est Cookie Clicker, qui est pour moi vraiment... Il est énorme, 10 puissance 72, tellement il est grand. Et voilà. Et ça reste un petit jeu et c'est quand même fabuleux. Le papa des Idle Games, enfin il devait y en avoir avant, mais c'est lui qui a posé le machin. Donc voilà pour mon plus grand des petits jeux Cookie Clickers. Est-ce que vous avez, pour vous, quel est le plus grand des petits jeux ? Bonjour. Bonjour. En termes de grands petits jeux, je pense à The Murder of Sonic the Hedgehog. Ah bah oui. Qui est pour le coup un petit jeu mais d'une grosse licence et que personne n'a vu venir parce que tout le monde a cru que c'était juste un gag de 1er avril et en fait c'est un gag de 1er avril qui a très bien tourné, je pense. En tout cas, en ce qui me concerne, je pense que c'est l'un des meilleurs jeux Sonic qui soit sorti ces dernières années. Ce qui est à la fois depuis Sonic Mania. triste, ouais. Depuis Sonic Mania. Voilà. Merci beaucoup. Ton prénom peut-être, non Moi c'est Rémi, Asmar sur les réseaux. Ah bah d'accord. Salut. Et il y a encore une réponse derrière. Bonjour. Bonjour. Moi, je dirais Islanders. C'est un tout petit city builder fait par Grizzly Games. On en a parlé. Ah, et bah c'est une merveille qui coûte 5 balles sur Steam, qui est dispo sur console maintenant, et c'est pour moi la quintessence du city builder simpliste, où en gros tu as juste des bâtiments qui vont interagir ensemble via des différentes zones et pour te rapporter des points. Et c'est vraiment exceptionnel parce que et plus t'avances, plus j'ai envie d'y jouer. Mais c'est une drogue dure ce truc, vraiment c'est une drogue dure, et quand je sais pas à quoi jouer, je lance ça parce qu'il tourne sur à peu près tout et n'importe quoi et c'est vraiment exceptionnel. Il est mignon en plus. Oui. Il est tout mignon. Non, c'est L'Opoli très coloré. Ouais, et leur nouveau jeu est super cool, qui vient de sortir en 1.0 il y a 2 jours. C'est un comment ça s'appelle c'est Thronefall, non? Oui, c'est ça, c'est Thronefall. Et oui, ça a l'air vachement bien, Thronefall. Il était super chouette au Steam Fest et il vient tout juste de sortir. J'ai téléchargé, je vais le mettre au programme. Il est vraiment cool. Et il vaut vraiment, je crois, 8 ou 9 balles, donc vraiment cool. Voilà. Très bien. Bravo. Ton prénom? Moi, c'est Bigaston. Ah, bonjour. Moi, je connais les pseudos maintenant. Il y avait Stan devant qui levait la main. Moi, il y a certains prénoms que je connais déjà. Bonjour, je m'appelle Stan. Bonjour Stan. Je pensais à Minute. Qui est un jeu qui littéralement où le principe c'est que votre partie va durer 60 secondes. Alors c'est faux évidemment parce que c'est un gimmick, mais qui arrive dans une toute petite map avec une toute petite mécanique à me prendre bien 1 heure et demie de jeu où vraiment ça va marquer. Et ça marque aujourd'hui et qu'on faisait immédiatement. Et vu que tu avais des problèmes de temps aujourd'hui, ça m'a immédiatement fait penser à Minute. Parfait, très bien. Minute, je me rappellerai toujours de ce personnage. C'est une vieille dame ou un vieux monsieur à côté du phare qui met 3 ans à te parler. Et t'es là, mais je vais crever dans 30 secondes. Bonjour. Bonjour. Moi, je pense que c'est un grand jeu. Mario plus Lapin Crétin, Spark of Hope. Mais oui, mais bravo, mais évidemment, c'est un grand jeu. Après, est-ce qu'il correspond à la définition d'un petit jeu? Parce que c'est vraiment beaucoup de gens qui l'ont fait, le Mario. Bah, moi, j'ai fini la première partie du jeu en quelques jours. Ah ouais. Ah bah alors. Première partie. Fort. Et bah, c'est un petit Mario, donc ça... Mais c'est un grand lapin crétin. Mais c'est un grand même. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est une très bonne réponse. Est-ce qu'on a encore des propositions dans la salle? Vous avez eu le temps de réfléchir quand même. Oui. Oui, bonjour, moi c'est Istune et je me demande si Undertale compte. Un petit peu, bien sûr. Mais après, l'ampleur du jeu, c'est un RPG de 12-13 heures. C'est quand même, donc bon. Mais oui, bien sûr, c'est un monodev, c'est un solo dev, pardon, mais
Oui, évidemment. De toute façon, t'as dit toi-même, c'est des mots qu'on met à la suite et C'est après vrai. notre cerveau réagit. Donc, C'est vrai, voilà. c'est vrai. Undertale, évidemment. J'ai oublié de demander les prénoms. C'est quoi ton prénom? Alexandre. Ah oui, c'était Alexandre et... J'ai pas entendu. Istune. Ah bah voilà. Merci. Je préviens. Et on a encore une proposition? Oui, on en a 2. Formidable. On a encore 2 minutes. Tout va bien. Alors moi, je pense à Dome Keeper, parce Oui. que c'est un Ah, petit oui. jeu, Ah, là. mais quand j'étais dedans, je me sentais perdue dans l'espace et perdue dans l'immensité de cette mine. Et c'est sur Godot aussi. faut Et en c'est parler. sur Godot, j'allais. Et voilà. C'est mon grand petit jeu. J'ai perdu des journées, quoi. Enfin, je descendais et je remontais jamais, quoi. Bon, il m'a fait peur, je l'ai lâché assez vite parce que j'ai bien senti qu'il y avait un truc dangereux dans T'étais attiré dans les ténèbres. Oh là là. Bon, mon prénom c'est Gabriel. Mon pseudo, je participe quasiment jamais sur le Discord, donc il dira rien à personne. Eh ben merci Gabriel. Et on a une autre Dome proposition Keeper. par là-bas, je crois. Mais Dome Keeper, très très bien Dome Keeper. Alors moi c'est Anna Colute et moi je propose Dorf Romantique. Oh oui, oh non mais encore un jeu où j'ai envie de le relancer là maintenant. Voilà, c'est ça le problème. Ouais. Tout est parfait dans ce jeu, ces petites tuiles qui s'imbriquent parfaitement, le petit son du clocher et les petits coqs en arrière font le ruisseau et on peut passer des heures là-dessus. C'est une très belle réponse. Il y a encore des propositions, je pense. Ah si, il y a encore une dernière proposition. Allez, on a encore 30 secondes. Ça a l'air de pas stresser du côté de l'organisation, donc tout va bien. Je vais arrêter de... Voilà, on va pouvoir faire et quand vous ne jouez pas, vous faites... Vas-y, pardon. Ouais, moi c'est Mitty. Je sais pas si c'est à la limite du petit et grand jeu, mais en même temps, In Other Waters, alors malheureusement il n'est pas disponible en français. C'est le dev de Citizen Sleeper, peut-être, qui parlera plus maintenant, Oui, bien dont sûr. le 2 est en développement. Et je le considère comme un petit jeu dans le sens où c'est absolument minimaliste parce que ça se passe sous l'eau. On est une sorte d'IA qui est dans une combinaison qui permet d'aller sous l'eau, une sorte de scaphandre futuriste, sur une planète inconnue. Et on interagit en fait avec la scientifique qui s'est retrouvée coincée et qui a dû se mettre dans ce scaphandre pour se sauver. Et on l'aide en fait à interagir avec ses fonctions vitales. On la fait se déplacer, mais juste en cliquant sur des points. Et en même temps, on découvre la faune et la flore, etc. Donc il y a aussi un peu de lecture, mais il y a beaucoup d'exploration avec toute une histoire aussi. Trop bien. Et ça me dit quelque chose. Dans le jeu de No Code, là où on joue une IA dans une station spatiale aussi, et on doit C'est vrai. assister. Observation, merci. Ouais, observation, ouais. Il y a un peu de ça, ouais, effectivement. Ouais. Et pour le coup, autant que ce soit dans l'écriture, dans l'ambiance, le côté effectivement minimaliste, parce que c'est vraiment une interface, plus le côté biodiversité qui est vraiment super chouette, et la musique qui est aussi incroyable. Trop bien. In Other Waters. Eh bien, écoutez, ça me semble très très bien. Merci à toutes et à tous d'avoir été aussi présents, d'avoir autant participé. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Hein. C'est la semaine prochaine, dès la semaine prochaine, pour parler de jeux vidéo sur libération.fr et sur les internets. Ciao, merci. Ciao. Ah mais oui, c'était...